Alors, bonsoir à tous. Je vais vous demander déjà dans un premier temps, s'il vous plaît, de mettre votre téléphone en mode silencieux. Donc déjà, bienvenue à cette conférence, donc récits croisés d'expérience humanitaire. Alors, très bien. Donc, je vais très rapidement présenter déjà les personnes qui sont là. Donc, Norbert, Chantal et Serge, qui sont donc des anciens élèves de Bioforce, de la promotion 1983 à 1986, puisqu'auparavant, la formation durait 1 an sur Bioforce et puis 2 ans d'expérience d'expérience sur le terrain, stage. D'autres personnes sont également avec nous, mais en visio, qui se présenteront, et je laisse donc la parole au conférencier. Chantal. Chantal, première promotion de Bioforce. J'étais à l'époque, je suis née à Lyon et je suis rentrée à Bioforce, j'ai raté médecine et j'ai trouvé ma voie dans l'humanitaire et une carrière par la suite dans la santé. Je suis infirmière anesthésiste. Voilà. Moi, vous entendez? Moi, Norbert, j'étais glandeur professionnel en 83 et puis voilà, j'ai découvert Bioforce par hasard et puis ça m'a plu et puis j'ai continué dans cette voie. J'ai fait à peu près 33 ans d'humanitaire et maintenant je fais autre chose, je fais l'événementiel. Voilà. Première promotion aussi. Serge, donc moi, si je remonte un petit peu plus haut, je suis né en Constantine, en Algérie. Donc j'étais parachuté en France après le rapatriement. Et puis moi j'ai été conducteur de travaux. Je travaillais avant, j'étais dans les travaux publics. Et puis je voulais partir. Mon truc c'était de partir. Et puis je ne pouvais pas partir parce que comme j'étais jeune dans les travaux publics, il n'y avait que ceux qui avaient de l'expérience qui partaient. Donc j'ai démissionné et j'ai trouvé Bioforce tout à fait par hasard. Je suis pas, au départ je n'étais pas humanitaire. Un peu partir. Et puis voilà, je me suis mis là-dedans. J'ai fait la première promotion à Cassinière. Ça s'est super bien passé pour moi. Et puis voilà, et je me suis retrouvé avec Handicap International. Je suis resté pratiquement 6 ans en Thaïlande, sur les camps de réfugiés. Et après, j'étais à Madagascar. Et après, j'avais une femme et 2 enfants. Je me dis, il faut que je rentre. Et je me suis retrouvé dans les travaux publics. J'ai repris mon boulot. Voilà. Je crois que par studio, c'est peut-être la musique et Anne, non, on ne vous entend pas. Le son là, moi nous entendons. Mathilde? Tu peux te présenter, Mathilde, tu nous entends? Alors en fait, moi je ne sais pas pourquoi le son est très lâché. Est-ce que je suis la seule ou pas? Alors ici tout va bien. Enfin, en tout cas, de notre côté, on vous entend bien. Moi j'ai du bon son. Est-ce que des interlocuteurs qui seraient en vision auraient aussi des tons hachés ou alors ça vient de mes installations? J'entends très mal aussi. Ah, j'entends très mal aussi, moi. Alors le son est haché et il y a des coupures. Mais il faut vous C'est les autres des voix. peut-être parler un peu plus près du micro et que ça réagira mieux. Qu'ils puissent entendre. C'est pour ça qu'ils entendent. On l'a perdu. Alors est-ce que vous m'entendez bien? Je vais me présenter. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. Oui, d'accord. Bon, donc moi je m'appelle Mathilde Scotté, j'avais un autre nom quand j'étais là-bas, au moment de jeune fille. Donc quand je suis rentrée à Bioforce, j'étais en milieu de parcours à Sciences Po à Lyon. Et en fait j'ai été attirée par ce que proposait Bioforce. Dans le sens où c'était, je souhaitais faire de l'administration clinique hospitalière dans mon projet à l'époque. Mais je voyais que la filière scolaire pouvait être compromise pour différentes raisons. Et du coup, j'ai été attirée par une annonce qui permettait
en un an de préparer des jeunes pour travailler alors pas dans l'administration hospitalière, mais dans le milieu de l'humanitaire. Et donc du coup, je me suis présentée et j'ai été acceptée. Donc j'ai fait Bioforce en 84, on était la première promotion. Et ensuite, après 8 mois d'attente, presque un an, enfin 8 mois d'attente, je suis partie donc à Handicap International rejoindre des équipes qui étaient déjà sur place. Mon métier était plutôt sur des postes de gestion et plutôt même plus précisément de la comptabilité. J'y suis restée 18 mois et ensuite je suis rentrée. J'ai eu beaucoup de mal à retrouver un poste de par d'abord ce type de fonction en fait qui n'était pas si fréquente à l'époque. Donc j'ai cherché dans d'autres ONG, je n'ai pas réussi. Je me suis donné 3 mois et au-delà de 3 mois, je suis rentrée dans un cadre classique en entreprise et j'ai travaillé quoi. Et j'ai fait toute ma carrière, la fin de ma carrière donc, en France, mais sur des métiers quand même assez exposés à l'international. Voilà. J'entends rien. Si, on est tout oui, on t'écoute. Alors, on va peut-être pouvoir passer le petit film qui présente un petit peu le contexte de ce qu'on a vécu en Asie. Et dans l'invité, je ne sais pas si Catherine, elle a coupé son micro, sa caméra. Bonjour, je suis bien là, mais je suis là pour vous écouter, donc je n'avais pas vraiment prévu d'intervenir. Et je suis toute oui aussi. Ok, très bien. Super. Et donc on avait prévu de projeter un petit film, donc, comme je le disais, qui explique un petit peu le contexte dans lequel on est parti et la jeunesse de notre groupe qui est arrivé à partir... qui a écrit et qui au final a fait un livre. Donc c'est un petit peu la présentation de tout ça. Un petit film qui a été fait parce qu'on a été invité au carnet de voyage à Clermont-Ferrand. Et donc pour pouvoir assister, il fallait qu'on présente quelque chose. On n'avait pas de livre à cette époque-là. Il était juste imprimé, mais on ne pouvait pas le présenter, donc il a fallu qu'on fasse un petit quelque chose et donc on a fait ce petit film. Amateur. Amateur. S'il y a des pros qui sont dans la salle, s'ils veulent prendre le petit film pour l'améliorer, on est preneur. Voilà. En 1984, j'étais jeune volontaire de l'aide humanitaire sur la Avant, après. Ceci est indépendant de notre volonté. Ouais, c'est Pol Pot. Pendant 6 ans. Je les avais au pied tout le temps. Je marche avec lui.
1984, j'étais jeune volontaire de l'aide humanitaire sur la frontière cambodgienne. 30 ans plus tard, j'ai eu envie de retrouver les traces de ce passé en partie oublié. Je pensais, en retrouvant mes anciens camarades, que nous allions pouvoir ensemble explorer nos mémoires et nos vécus. C'est ainsi que commença l'aventure de nos années Aran en 2010. Cette aventure perdure encore aujourd'hui et nous nous retrouverons autour d'un projet d'écriture collectif. Le drame cambodgien a commencé par la guerre civile de 70 à 75, poursuivie par le régime terreur des Khmers rouges tenu par Pol Pot de 75 à 79. Les civils subissent des déportations, des massacres, du travail forcé. Les Khmers rouges tiennent le peuple avec leurs poignes de fer. Dès la chute de ce régime en 79, avec l'invasion des Vietnamiens, la population civile se met en mouvement vers la Thaïlande. Il s'est bâti alors un véritable complexe transfrontalier de camps de réfugiés ou de personnes déplacées soutenus par la communauté internationale. La population, à l'intérieur des camps, est déracinée. Il y a une précarité des conditions de vie. À cela se rajoutent les bombardements et les attaques vietnamiennes des camps. Pourtant, il y a un quotidien de vie, des écoles, des centres de soins, des activités culturelles et créatives, des mariages et des naissances. Nous étions de jeunes volontaires de l'aide humanitaire travaillant pour Opération Handicap International. Nous vivions en Thaïlande, à Aranyaprathet, à quelques kilomètres des camps de réfugiés cambodgiens disséminés le long de la frontière. C'est là que nous intervenions auprès des populations handicapées et des victimes de blessures de guerre, souvent causées par des mines antipersonnelles. Nous étions bioforce, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, prothésistes, médecins ou administrateurs. Nous développions des ateliers d'appareillage et de rééducation en marge de la médecine d'urgence proposée par d'autres ONG. Je suis partie pour voyager, parler des langues étrangères, vivre avec un monde exotique, échapper à la routine. J'ai fait le grand pas. Vivre une expérience plus fun. Me construire un avenir, une façon originale de voyager. Une seule idée, partir en Asie auprès des réfugiés khmers. Une mission de 2 ans au bout du monde, dans un pays dont j'ignore tout, pour faire un travail dont j'ignore tout. L'humanitaire, l'action utile, le voyage, l'aventure et la calme. Le package complet. Un documentaire sur les enfants du Bangladesh. C'est la fascination. Je veux faire ça. J'étais jeune, 23 ans, diplômée depuis peu. Je voulais goûter à la langue anxieux de savoir si je serais une lourdeur et nécessité de me prouver un mauvais un manque de capture qui me Je ne réveille. voulais pas sauver le monde. J'avais un Clairement, cela sera la vie. Cela faisait 8 mois que j'attendais l'émission. Parler des langues étrangères. Les années venaient Par la de comme je te laisse passer. Échapper à la routine. Je sais que c'est pour moi. J'ai acheté ce matin le Bangkok Post. Ce journal évoque les combats à proximité des camps de frontières. J'ai l'impression d'être loin de tout cela et pourtant dans ma tête, j'y pense toujours. Nous sommes prévenus au Tokiwoki que les attaques militaires se rapprochent des camps. J'ai pour consigne de rapporter tous les soirs les outils des ateliers. Je trouve cela cruel, le fait d'accorder plus d'importance au matériel qu'aux ouvriers. Tout l'après-midi, nous avons entendu des bombes et qui m'avait peur. C'est impressionnant et désarmant. Il y a des gens qui se font massacrer à quelques kilomètres de nous et on ne peut rien faire. À 16h, les ouvriers de mon équipe ont chargé la malle avec les outils dans ma voiture. Nous nous sommes regardés en silence. Moi, je partais manger mon steak frites à Aran avec mon matériel sauvé, pendant que toute l'équipe de l'atelier restait sous la menace d'une attaque. Les camps ont été attaqués très tôt ce matin. Ça m'a rendu triste et mal à l'aise. Je suis maintenant en stand-by. Toute notre équipe va errer sur les routes de la frontière pour éviter des bombes. J'ai pu me rendre ce matin sur le site d'évacuation. Une mer bleue de tentes plastiques. Partout les réfugiés vont et viennent avec leurs baluchons. Toute l'équipe était là. C'était les retrouvailles. C'était émouvant. J'avais amené un repas à partager avec eux et je me suis surprise à compter les ouvriers. À Aran, ma chambre ressemble à un placard dans une maison en bois sur pilotis. Durant la saison de pluie, il faut marcher sur les planches pour s'y rendre.
Il y a de l'eau partout, des bruits bizarres, des bestioles sûrement, des moustiques, des geckos, des crapauds et des serpents. C'est assez glauque, mais je tiens compte. Mon quotidien oscille entre le camp de réfugiés sous surveillance militaire et une vie très douce en Thaïlande. Le matin, après le petit déjeuner, j'arrive au checkpoint de l'entrée du camp. Les militaires suspicieux scrutent dans mes yeux la peur, celle d'être prise avec des articles interdits, comme du courrier, de l'argent, un appareil photo. L'atelier dont je suis responsable est déjà au travail à mon arrivée. Ça fourmille d'activités. Les techniciens Khmer que l'on est censé former ont déjà plusieurs années d'expérience. Avec un peu d'humilité et d'ouverture d'esprit, il est possible de créer un climat de confiance, de nous enrichir mutuellement de nos propres savoirs pour travailler ensemble sur de nouveaux défis et innover. Je ne me suis que peu confrontée à leur vie quotidienne dans le camp. Nos deux mondes se côtoient, mais le fossé entre nous est immense. Ce qui me surprend toujours, c'est leur incroyable dynamisme, leur douceur et leur gentillesse. Certains Khmers me racontent avec des sourires des choses affreuses que j'avais lues, mais dont je palpe la réalité qu'auprès d'eux. Mais la plupart ne parlent jamais de ce qu'ils ont dû endurer avant leur arrivée au camp. Ce matin, un homme devenu paraplégique suite à un éclat de bombe dans sa colonne vertébrale nous disait « Je vais aller aux États-Unis. Il me faut une piqûre et je pourrai remarcher. » Après la journée Khmer, je change de monde. C'est la Thaïlande, avec son spectacle de rizières dans le soleil couchant. 2 fois par semaine, nous avons des réunions d'équipe. Des discussions restent très techniques. Personne n'ose parler de ses difficultés ou de son mal-être. C'est un peu chacun pour soi. Puis, le soir, avec des expatriés des différentes ONG et de toutes nationalités, nous nous retrouvons dans les gargotes du marché de nuit, avec leurs étals de desserts verts et roses fluo, chez les marchands de glace ou dans les bars. C'est là que nous partageons nos vécus du jour, nos doutes et nos rêves d'un monde meilleur autour d'un Mekong Coke, une bière locale ou un soda. Voilà, donc suite à cette petite présentation, on va vous parler un petit peu de la genèse de notre groupe, parce que ce livre a été écrit à 19 auteurs pour relater un petit peu d'une part, il y avait 3 thèmes. Qu'est-ce qui a motivé notre départ en mission humanitaire? Quelle a été notre vie sur le terrain et notre travail? Et comment cette expérience a façonné nos parcours de vie ensuite. C'est un petit peu les grands thèmes qui ont été abordés dans le livre qu'on a sorti chez l'Harmattan au mois de juin dernier. Ça peut parler de la constitution du groupe parce que c'est parti d'un petit noyau de... Je peux en parler. Tu me prends dépourvu, mais bon. Moi, voilà la montagne que vous tournez dans le camp de Kaidam. Je me reconnais. C'est la montagne en fait. Oui, j'ai reconnu la montagne. Voilà. Enfin, maintenant, l'écran, il n'y a plus rien, mais la montagne est toujours là. Toujours là, oui. Le camp est détruit depuis 10 ans. Le camp, depuis 10 ans. Et le camp est fermé en 93. Dans les années 2000, je suis passé dans un Kawilang pour aller voir, et en fait, il n'y a pratiquement plus rien. Il y a encore des bâtiments, enfin, c'est une pépinière où il y avait notre atelier d'handicap international, et tout le reste a été rasé. Voilà, il n'y avait plus rien. Et donc, depuis 2000, je pense que ça a bien bougé. Oui, ça ne bouge pas. Voilà. Voilà. Donc en fait, vous avez vu, on est sur la frontière khmero-thaïlandaise. Donc, Ah oui, je peux manger bientôt. Donc on est sur la frontière khmero-thaïlandaise. Et donc notre base arrière, c'est Aranya Pratet, le petit village que vous avez vu sur la présentation. Et là, en gros, on est à peu près en moyenne une quinzaine de personnes
parce qu'on va sur la frontière, on revient, on a des maisons qui sont un peu plus loin, mais la plupart du temps, on revient sur Rania Pratet. Tous les mois, on a des réunions. Certains reviennent toutes les semaines, tous les week-ends. Hein. Et donc, la plupart des temps, les expats avaient une année, 2 années maximum, voire 3. Et là-dedans, on est 3 personnes, donc Dominique, Frédéric et puis moi-même. On est resté pratiquement 6 ans. Pour moi, 6 ans, hein, et pour les autres encore un peu plus longtemps, jusqu'en dans les années 90-91. Et donc, on a vu à peu près tous les expatriés qui sont passés, on les a connus. Et donc, à un moment donné, il a fallu qu'on rentre en France, on s'est retrouvés, et là, on n'arrivait pas du tout à se mémoriser qu'est-ce qu'on avait fait, quelles étaient les personnes qui étaient avec nous, à quelle date. Et donc, on a commencé à travailler sur notre mémoire. Et de fur et à mesure, on a dit qu'il fallait qu'on fasse appel à des amis, hein, parce qu'on n'y arrivait pas, parce que c'est quand même compliqué. Et donc, on a commencé avec Anne, Eric, Chantal, bien d'autres. Après, on a vu Catherine qui était arrivée. Donc, on a commencé à avoir un groupe qui était de plus en plus grand. Et on s'est dit, on va essayer de se retrouver pour en discuter. Et puis, à un moment donné, on a dit, ça serait bien de pouvoir écrire tout ce qu'on dit là. Et donc voilà, notre groupe a commencé à écrire. On a eu c'était plus des réunions, c'était des rencontres. Et donc de ces rencontres, chacun a amené un petit texte. On lisait le texte et puis il y avait des ateliers qui se sont mis en place. Ça c'était aux alentours de 2010, 2011. Voilà. Et puis depuis, pendant 10 ans, on a travaillé pour le printemps, la rencontre du printemps, et puis une fois la rencontre hivernale, on va dire. Ouais. Donc voilà. Et puis, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'on avait énormément de textes. Ok. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, ce serait peut-être temps de penser à sortir un livre. En fait, on a été poussé par maintenant, je te passe. Voilà. En fait, l'histoire de cette aventure d'arriver à sortir un livre, c'est grâce à Bertrand Cochetel, qui était organisateur, qui faisait partie de ceux qui organisaient les carnets de voyage à Clermont. Et dans ce cadre-là, en fait, il nous avait dit, mais c'est dommage, en fait, vous avez plein de choses, il faut que vous veniez, que vous participiez à ces carnets de voyage. Donc on a été invité il y a 2 ans à Clermont, et à la suite de ça, on a donc fait ce petit film parce qu'il fallait un support. On n'avait pas encore le livre qui était sorti, on avait simplement un ensemble d'écrits, et on ne savait pas comment l'organiser. Et ça s'est fait sur une année à peu près, où on a réfléchi, et il y a eu des gens très volontaires qui ont été jusqu'au bout du projet. Il y a des gens qui ont quitté parce qu'ils sont partis en mission, d'autres qui sont partis, donc ça a été des fois un peu déstabilisant pour le groupe, mais on s'est toujours tenu finalement à se rencontrer et à aller au bout du projet. Et l'idée, c'était quand même de produire quelque chose pour d'abord nos enfants, parce qu'on s'est rendu compte tous qu'on n'avait pas beaucoup parlé de cette histoire passée dans les camps et de notre expérience. Et en plus, ça a fait remonter beaucoup de questionnements sur donc les raisons de notre départ, mais aussi la vie dans ces missions. Elle n'a pas toujours été facile en tant que Bioforce, parce qu'on venait d'horizons un peu différents, et on s'est retrouvé sur des postes où on n'avait pas forcément les compétences requises. Et on a un peu improvisé, on a été bien encadré pour certains, d'autres un peu moins, donc les vécus ont été des fois un peu douloureux. C'est pas simple de se retrouver dans des équipes pluridisciplinaires avec des gens qui ont des compétences très pointues. Et c'était le cas des Bioforce à l'époque, où on était vraiment la première promotion, donc ça n'a pas toujours été simple de s'intégrer à ces équipes. Mais il n'empêche qu'on en est ressorti enrichi de toute cette expérience qu'on a partagée. On a parlé de nos difficultés, c'est ce qu'on essaye de dire dans certains des textes. Et puis pour d'autres, pour moi personnellement, ça a été l'envie de continuer dans la santé, puisque j'avais raté mes
médecine et j'ai repris mes études d'infirmière. J'ai eu la chance de repartir au Cambodge en 91, juste avant le retour du prince Sihanouk, et là de participer à la réhabilitation d'un hôpital chirurgical, l'ancien hôpital des Monts, l'hôpital Tréco-Savac. Et là, j'avais eu cette chance en fait de pouvoir mettre à profit l'expérience que j'avais de la France en tant qu'infirmière, de pouvoir former des infirmiers, des infirmières dans les services de réa, de bloc opératoire. Voilà. Mais, et puis après, je me suis spécialisée, mais ce que je veux dire, c'est que l'époque de Kawidang, ça avait été pour moi quelque chose de pas très simple, que j'ai surmonté parce que j'ai eu la chance d'être encadrée par un médecin qui était le coordinateur médical du projet Handicap International du Grand Kawidang. Grâce à elle, j'ai pu évoluer dans les soins infirmiers pour paraphes, les paraplégiques, les amputés. On utilisait beaucoup d'amputés. Parce que les mines étaient des mines antipersonnelles qui mutilaient mais qui ne tuaient pas. Donc on avait vraiment beaucoup de blessés qui étaient pris en charge par la Croix-Rouge internationale. Et nous, derrière, on avait donc un dispensaire où on soignait les moignons des gens et il y avait un atelier d'appareillage où on avait des techniciens comme Serge qui travaillaient sur les prothèses bamboux. Voilà. Et puis il y avait d'autres camps qui eux n'étaient pas. Alors Kawidang, c'était vraiment le camp où les gens étaient soignés. Et puis il y avait aussi les civils qui espéraient partir dans un troisième pays. Après le Cambodge, ils avaient fui. Se retrouver dans les camps en Thaïlande. Et le troisième pays d'accueil, ça pouvait être la France, les États-Unis, l'Allemagne, l'Australie, enfin, le Canada, et l'Allemagne, j'en ai et donc, en dehors de ces camps, il y avait des camps en fait, où les gens fuyaient le Cambodge, ils fuyaient l'invasion, après les Khmer Rouge, donc il y a eu les Vietnamiens, ils fuyaient les Vietnamiens. Le régime vietnamien qui avait pris position, enfin depuis le pouvoir était à Hanoï et ils avaient pris position en fait au Cambodge. Donc les Cambodgiens cherchaient vraiment à fuir cette nouvelle dictature en fait vietnamienne et se retrouvaient dans des camps qui se déplaçaient le long de la frontière. Donc des gens comme Norbert pourra raconter. On travaillait avec des gens qui étaient formés aussi pour l'appareillage de ces gens qui étaient mutilés et qui malheureusement, en fait, eux ne partaient pas encore pour un troisième pays. Je te laisse expliquer. Bon, je ne vais pas en rajouter plus que ça, si ce n'est qu'effectivement, comme l'a dit Serge, moi je rentrais tous les week-ends de Soksan, parce que j'étais dans un camp, vous l'avez vu, c'est le camp qui est tout au sud de la Thaïlande, parce que c'était quand même assez compliqué pour moi. J'étais tout seul sur la frontière, même si on a 22 ans et qu'on s'imagine qu'on est le roi du monde, on n'est pas bien, donc il faut rentrer, voir les copains, parler de ce qu'on vit, parce qu'il fallait absolument qu'on puisse rester calme. Moi, je suis resté une fois 3 semaines, ça a été l'enfer. Parce qu'il n'y avait personne ne parlait français, il fallait tout le temps parler anglais, et encore, moi je parlais que thaï et khmer avec un petit un petit guide touristique, et je me suis démerdé comme ça pendant les 8 mois que je suis resté là-bas. Mais c'est vrai que on était animé par un idéal. Évidemment, comme Serge, moi j'avais qu'une envie, c'était de tirer France. Donc j'ai pris l'opportunité de Bioforce, ça a été la bonne pour pouvoir me casser de France et faire ma vie à l'étranger avec un boulot, et surtout avec un boulot, je dirais pas utile parce que j'aime pas ça, mais un boulot dans lequel on se retrouvait. On se retrouvait tous dans ce boulot-là, même si vraiment on en bavait parce que c'était compliqué. Hein. Quand vous voyez des gens qui sont toujours jamais entiers, quoi. On n'a jamais vu des gens entiers, il manquait toujours un bout de jambe, un pied, il manquait les 2 jambes. Franchement, quelque part, ça. Avec le recul maintenant, après quand je me suis occupé d'expatriés dans des situations compliquées, on se rend compte ce que ça nous affecte. Sur le coup, on ne s'en rend pas compte, mais quand on voyait les mines qu'on se mettait le week-end quand on faisait la fête, quelque part, il fallait qu'on évacue. Quoi. Et on évacuait bien avec le bécon, hein, quand même, hein, ça fait quand même bien la fête. C'est pas le fleuve. Hein. Non, c'est pas le fleuve, c'est de l'alcool local. Hein, mais ça reste.
ça reste une expérience qu'on avait envie de... Moi, j'ai rejoint le groupe d'écriture un peu sur le tard parce que je vivais à l'étranger, donc c'était compliqué pour moi d'intégrer les réunions, mais j'ai envoyé quelques écrits qui ont été intégrés au bouquin, puis j'ai dû participer à la dernière réunion qui s'est faite chez Dominique. Et puis, quelque part, ça m'a fait plaisir de le faire, quoi, parce que j'avais envie de raconter, pas une histoire, mais raconter mon histoire, l'histoire de cette équipe. Parce qu'on était quand même des essuyeurs de plâtre, hein. Faut pas vous dire que... Peut-être que maintenant, Bioforce, quand vous arrivez sur un terrain, les gens vous connaissent, ils savent quelque chose. Nous, personne ne nous connaissait. Hein. Moi, on m'a dit, le premier jour que je suis arrivé, on m'a dit, ouais, tu sais rien faire, tu sais tout faire, t'es un branleur, quoi. Voilà. Première personne qui m'a dit ça, premier jour d'arriver en Thaïlande. Donc, si vous voulez, on part de loin, là. On part de loin, très bien, tout a bien fonctionné, tant mieux. Maintenant, je pense que les expatriés Bioforce qui partent sur le terrain, ils arrivent dans des équipes constituées, on sait qui ils sont. Mais pour nous, c'était plus compliqué que ça. Quoi. Je sais pas, Serge. Oui, c'était très compliqué parce qu'on a tous des petits trucs différents. Quoi. Moi, en fait, je voulais pas partir en Asie. Déjà, quand je suis arrivé à Bioforce, comme j'avais déjà un métier auparavant, j'avais pas mal de propositions. J'ai eu 3 propositions pour partir. Donc, une pour partir au Burundi, parce que j'avais déjà fait le stage de 3 semaines au Burundi. Donc, pour moi, c'était super. C'était pour faire des routes et des bâtiments. Donc, ça n'avait rien à voir avec Handicap International. Le deuxième, c'était à Paris. Il fallait que je monte pour partir en Algérie, toute la bordure méditerranéenne, pour faire des bâtiments clairs, des petites... voilà, plages. On va lui laisser le temps. Oui, bon, les petits hôpitaux locaux pour pouvoir clé en main. Quoi. Donc on devait faire un petit hôpital et puis laisser tout à la population. Donc c'était des trucs qui étaient très intéressants, c'était mon travail. Et puis le troisième, en fait, j'étais avec Chantal. Et Chantal voulait absolument faire Handicap International. Je voulais aller en Asie. Voilà, et donc il y avait un atelier qui était sympa, c'était de faire des prothèses. Et comme je suis un peu technique, je me suis dit, tiens, on va faire des prothèses. Mais je voulais vraiment pas partir en handicap. Moi, le côté médical par handicap, ça ne m'intéressait pas du tout. Et bien j'ai été choisi. Et comme à l'époque, il y avait certaines personnes qui ne pouvaient pas partir, moi j'avais 3 propositions. Et c'est notre directeur qui a choisi. Et il a dit, tu pars avec handicap. Donc moi, quand je suis parti pour 1 mois. Toute ma famille savait que je partais 1 mois. Comme j'étais obligé, je devais partir et revenir tout de suite. Et puis en fait, je suis arrivé dans le camp, dans la Kaoyang, hein, et là, je me suis pris un peu au jeu. Et c'est vrai que j'ai pas eu la même approche que vous, c'est-à-dire que moi, comme je savais que j'allais partir, je ne sais pas trop ce que les kinés disaient derrière. Et en fait, petite anecdote, je devais remplacer une personne qui s'appelait Pierre et qui était podologue. En 1 semaine, il a essayé de me montrer comment on soignait les pieds beaux, appareiller les pieds beaux. Et là, j'avais un cahier, je notais les points, ce qu'il fallait faire. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? J'arrivais, je ne connaissais pas du tout le côté médical. Hein. Et là, ça a été, je me dis, tant pis, hein, de toute façon, il me restera peut-être 3 semaines à faire et puis après je rentre. Quoi. Et puis en fait, après, c'était tellement intéressant on avait à peu près une 40aine d'ouvriers là dans l'atelier, hein, qui faisaient des appareillages, des prothèses, des béquilles, des chaises roulantes, et c'est de la technique. Donc moi, je me suis pris tout de suite dans la technique, et je suis resté 6 ans. Et c'est vrai que moi, j'ai pas eu trop cette approche-là. Après, si vous voulez, j'ai rencontré ma femme, ok, et après, j'étais prendre sa place à Prat. Ah ouais. J'ai fait Soxane, ouais. Et après, j'ai fait Sury dans le Nord. Et après, c'était pour moi, j'avais ma vie famille, j'avais mon travail, et j'étais plus du tout avec Handicap International en tant qu'expatrié. Pour moi, ça y est, j'étais rentré dans le rang, j'avais ma petite vie, mon petit boulot, je le faisais, j'espère correctement. Voilà, et j'ai moins eu, mais c'est vrai que je savais que mes collègues avaient des gros problèmes. Quoi.
gros problèmes avec les groupes, voilà. les autres. Et peut-être que parce que moi j'avais déjà une profession, j'avais peut-être moins de petits problèmes que vous. Bah, en fait, ouais, j'avais aussi. C'était plus le fait de dire Bioforce, quoi. Parce que dans l'équipe, il y avait des kinés, il y avait un appareilleur, il y avait des. Donc tous ces gens-là, ils ont un métier qu'on connaît, quoi. Ils sont kinésithérapeutes, ils sont appareilleurs. C'était le summum, c'était le Graal dans cette équipe-là. Et puis nous, on arrivait, on n'avait pas fini nos études, il nous reste encore 2 ans à faire avec Bioforce. Et donc expliquer pourquoi on était là et qu'est-ce qu'on venait faire. Pour eux, ils ne comprenaient pas, quoi. Ils disaient, attendez, les mecs, qu'est-ce qu'ils viennent faire là, quoi. Mais pour faire des prothèses de la façon dont on les faisait, il n'y a pas de problème. Moi, j'étais super manuel, il n'y a pas de problème. Les prothèses, ça se faisait, mais tranquille, quoi. Il n'y avait rien de compliqué. En plus, moi, j'étais parti, j'avais été choisi parce que j'étais le seul à parler anglais. C'est pas mal, hein, quand même. Oui, non, mais dans le premier groupe qui est parti. On est parti juste Françoise et moi, mais il y avait 2 autres personnes, et ces 2 autres personnes ne parlaient pas anglais. Et sur les 4, il n'y avait que moi qui parlais anglais. Françoise ne parlait pas anglais à l'époque. Et du coup, ça a été le critère de sélection, le fait d'être manuel, puisque j'avais commencé l'agencement de l'atelier d'appareillage à Henri Gabriel, avec Serge. Et donc on faisait les premières prothèses là-bas, puis après on partait, et puis on avait une formation avec un ouvrier cambodgien qui nous expliquait exactement comment il fallait faire, et puis après ça roulait tout seul. Mais c'était juste le fait que ces gens ne comprenaient pas Bioforce, quoi. Qu'est-ce que c'était Bioforce, quoi. Alors nous on essayait d'expliquer, mais ouais, le chaînon manquant, quoi, c'était un peu ça. Hein. Pour vous dire un petit peu le contexte, c'est-à-dire qu'on était dans les camps toute la journée, et après le soir on rentrait. Et en fait, on avait le rendez-vous pour manger le repas le soir en commun. Et donc, pendant le repas, les kinés ne parlaient que de patients. Oh putain. Donc nous, on se regardait et on était complètement largués, quoi. Parce que nous, c'est pas que ça nous intéressait pas, ils sont bons. C'était vachement intéressant, ouais. Mais en fait, c'était pas notre sujet. On aurait voulu parler d'autre chose, se changer un petit peu les idées, voilà. Et à un moment donné, on a été un peu des contestataires. Et on a tout fait pour arrêter cette caisse bouffe, pour pouvoir dire on va aller manger le soir chez les Thaïs. Ouais. Voilà, et puis là, on pourra peut-être décompresser. Et ça a été très dur au départ. Ça a fait vraiment des grosses tensions dans l'équipe. Oui, et l'histoire de la valorisation de Bioforce, c'est vrai que ça a été compliqué parce que, selon le parcours des uns et des autres, c'était difficile d'être légitime au sein des équipes comme ça, pluridisciplinaires, qui avaient vraiment chacune un métier reconnu, avec des compétences claires. Et voilà, je ne sais pas aujourd'hui comment ça se passe, mais ça a été le problème numéro 1 pour beaucoup de Bioforce. Après, le problème de la langue, c'est vrai que l'anglais c'était nécessaire parce qu'on travaillait avec les Nations Unies qui assuraient la sécurité des camps. Donc en relation, ceux qui étaient en relation avec eux via un talkie-walkie où déjà la voix est un peu déformée. Si on parlait mal anglais, c'était compliqué. Du coup, on était complètement isolés dans la difficulté. Et ça, c'était le cas de certains de nos collègues qui étaient, comme toi, sur la frontière. Alors qu'avec Wibank, c'était différent. On avait effectivement des ONG diverses et le point commun, c'était l'anglais. Mais on n'était pas isolés. Donc et dans les ateliers, les conditions de travail étaient plus... On avait nos traducteurs qui étaient là. Dans les ateliers, même les gens parlaient français. Hein. Ah oui, oui. En vrai, les Cambodgiens parlaient français. Enfin, pour certains qui avaient eu la chance d'aller à l'école à l'époque au Cambodge où on enseignait encore le français, on trouvait énormément de gens qui parlaient français, et mieux que nous, hein, qui parlaient un français parfois impeccable. Hein. Les études médicales. Ah bah oui, hein. Oui, leurs études étaient faites en français. Hein. Donc l'anglais, c'était uniquement parce que ces messieurs des Nations Unies ne voulaient pas apprendre à parler français ou thaï ou cambodgien. De toute façon, ça n'a pas changé. Hein. Non. Je vous le dis, non, ça n'a pas changé. Hein. Ils ne veulent toujours pas apprendre d'autres langues. C'est fou. Ah. Parce qu'il n'a pas de moyens.
Pardon? Pour apprendre le français, il faut des moyens. C'est pour ça. Mais je crois qu'il y avait des cours d'anglais dans les camps. Ah oui, non, il y avait des cours d'anglais. Hein. Il y avait pas, effectivement, il n'y avait pas de cours de français. Ouais. Il y a des cours privés aussi. En fait, tout le monde voulait parler anglais parce que tout le monde espérait. Les Dorado américains, ouais. Voilà, aux États-Unis. Ou l'Australie. Ou... Ouais. Voilà. Après, ce qui a été difficile, donc pour certains, ça a été la réinsertion en France après le retour, quand on n'a pas une qualification autre que Bioforce. C'était compliqué de réintégrer la vie en France. Donc, pour moi, ça avait été une évidence tout de suite. Dès la première année, j'ai compris que je devais reprendre des études dans la santé parce que c'est ce qui m'attirait le plus. Et voilà, donc j'ai trouvé ma voie sans difficulté. J'ai pu évoluer, mais je sais que tout le monde n'a pas eu cette chance en fait. Donc partir en n'ayant pas grand-chose, c'est quand même compliqué après pour se réintégrer. Ouais. Je dis que quand je suis revenu, en fait, j'ai fait des centaines, voire des milliers d'appareillages. En 6 ans, j'ai appareillé pas mal de personnes. Je n'avais pas de diplôme d'État. Donc en France, aussi bien les cliniques privées et puis les hôpitaux n'ont pas voulu de moi. Il fallait que je refasse un diplôme de prothésiste. Et donc, pour moi, ça a été très dur. Donc j'ai galéré pendant 3-4 mois. Et après, j'ai dit, je vais peut-être reprendre mon ancienne profession. Et c'est pour ça que je suis revenu dans les TP, dans les travaux publics. Pardon. Et voilà. Pour moi, ça a été plus simple. Pour moi, ça a été plus simple parce que déjà, je suis parti 10 ans. J'ai fait j'ai presque 2 ans en Thaïlande et après, je suis resté presque 8 ans au Mozambique. Donc, je suis rentré au bout de 10 ans d'expatriation et j'ai intégré le siège d'handicap international. De toute façon, je n'avais pas besoin de sortir ni un CV ni quoi que ce soit, tout le monde me connaissait, donc c'était plus simple. Mais pendant que j'étais chez Handicap International, à un moment, je me dis, bon, peut-être on a un peu marre de l'aide humanitaire, enfin, que je trouve un autre boulot, parce que on n'a plus envie de faire la même chose, quoi. Et là, j'ai repris un cursus universitaire, juste pour avoir un diplôme. Pour avoir un diplôme, pour pas aller retourner à la NPE, à la case sans diplôme, quoi. Donc j'ai fait un DU juste dans le management de projet, comme ça au moins je sais ce que j'allais faire, quoi. Donc, et après ça m'a servi pour trouver d'autres tafs, oui ça m'a servi. Mais ça n'a pas été compliqué le retour professionnel parce que j'étais de toute façon déjà dans un cadre précis de l'aide humanitaire, quoi. Est-ce que Mathilde, vous voulez rajouter des mots sur votre expérience? Moi, je me reconnais bien dans ce que chacun, puisqu'on a vécu la même chose. Moi, j'étais plutôt, contrairement, par exemple, à Norbert, j'étais ni pratique, ni technique, ni fluente en anglais, voilà. La seule chose que je connaissais, c'était la gestion. Et c'est la raison pour laquelle mon CV a été relevé. Et c'est ce qui m'a permis de partir. Par contre, là-bas, c'est vrai que plusieurs difficultés, c'est que la première chose, c'est que l'ONG, en tant que telle, n'avait pas les moyens d'une entreprise, donc ça veut dire que même sur le plan, on va dire, des avancées technologiques, sur le plan du métier, on était complètement en décalage par rapport à l'entreprise. Par exemple, je travaillais moi sur la partie gestion, comptabilité, etc. On était sur des références, des modes de gestion qui me rendaient de facto complètement inemployable. Après, je n'ai rien tiré de cette expérience sur le plan professionnel parce que les outils avec lesquels j'ai travaillé, sans outils d'ailleurs, sur le plan professionnel, ça ne m'a rien apporté. Ça, c'est une difficulté aussi. Effectivement, on est dans des structures qui ne répondent pas à des normes mais qui sont souvent sous-dotées aussi au niveau technique, des modes d'organisation qui sont assez rigides. Comme on est employé sur des missions courtes, la prise d'initiative, en tout cas dans les domaines dans lesquels j'étais, était très restreinte. Donc ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup d'autonomie sur
voilà, donc un contexte un peu compliqué. Pour autant, j'ai essayé de perdurer par la suite à la fin de ma mission. Et là, l'autre problème aussi, c'est qu'effectivement, sur des métiers comme ça, d'organisation très masculin, moi, je me suis fait courser par des... j'étais en concurrence avec carrément des militaires, hein, des gens qui étaient en seconde année en cursus post-militaire, hein, c'est-à-dire en reconversion, et qui étaient beaucoup plus qualifiés que moi pour répondre à des postes de logisticiens, voilà, à l'époque, hein, parce qu'effectivement, comme disait Norbert, la formation avec les SPER, c'est que la formation Bioforce n'était pas connue en tant que telle. Et puis, il faut dire les choses. On est resté 1 an à Bioforce à Lyon. C'était pas suffisant pour se professionnaliser. En réalité, on avait une formation qui était assez polyvalente, ouverte sur beaucoup de choses. Donc, en réalité, on a été sélectionné finalement sur les qualités ou les compétences qu'on avait pu développer ou pas développer avant. Voilà. Donc, c'était donc du coup, moi, en ce qui concerne, j'ai eu beaucoup de difficultés à retrouver derrière une mission. Il y avait pas autant de missions qu'il y en a peut-être aujourd'hui. Je ne sais pas comment est le contexte aujourd'hui. Et du coup, il a fallu que je me reconvertisse et ça s'est fait très rapidement parce que j'ai accepté des postes qui étaient pas qualifiés. Mais j'en ai profité par contre pour suivre des cours d'histoire et puis petit rattraper en 4 ans en fait un master. Mais par étape en fait quand même. Voilà. Alors après aussi, c'est aussi la reconnaissance, comment est reconnue l'expérience que l'on a là-bas dans le milieu professionnel français. Là, ça a été encore un autre exercice, c'est que en fait, c'est une expérience qui n'était pas du tout ni reconnue en tant que telle. Parce qu'en fait, tout simplement, aussi parce qu'on était en décalage sur certains outils, sur certains modes de fonctionnement, sur des modes de gestion, sur le fait aussi qu'on n'a pas le temps sur des missions comme ça d'acquérir des compétences et des compétences professionnelles qui ont une équivalence en France. Voilà, c'est ce que je fais. Alors après, j'ai travaillé dans la ce qui n'avait absolument rien de mais ça m'a permis de construire une démarche à dimension internationale. Parce qu'après, j'ai fait des achats, j'ai fait un poste. C'est vrai que Bioforce, on était logisticien. Quand on s'est retrouvés, on était pratiquement sur les prothésistes. Moi, j'en suis moins. Oui, mais si tu veux, à un moment donné, oui. Et là, c'était compliqué parce que c'était pas du tout ce qu'on nous avait donné sur Bioforce, ça correspondait pas du tout, quoi. Et le seul truc qui nous reliait, c'est ces 15 jours à l'hôpital, je ne sais pas, qu'on a fait un quatrième, où on a essayé de faire des prothèses. Pour m'amuser. Et c'est juste ça qui m'a permis de partir là-bas. La logistique, il n'y a que Frédéric, peut-être Mathilde. Moi, je faisais l'administration à Kermoulan. Je me tapais tous les approvisionnements du matériel. En fait, ça reste quand même une belle expérience, puisqu'on a bien rebondi pour la majorité d'entre nous derrière. Il y a eu des moments où les gens ont ramé, effectivement, mais moi, je suis très heureuse d'avoir fait Bioforce, d'avoir eu la chance de partir, d'avoir eu un élan dans ma vie pour repartir sur autre chose. Je sortais d'un échec et j'ai rebondi grâce à Bioforce, je pense, parce que j'ai trouvé ma voie et j'ai choisi la fonction publique parce que du coup j'aimais beaucoup former, encadrer et je le fais aujourd'hui dans mon métier. J'ai pu me former à l'hypnose, à des techniques de reste, des médecines un peu orientales, on utilise des fois l'acupuncture pour essayer d'apaiser, soulager la douleur des gens et tout ça, je pense que c'est une volonté que j'ai puisée grâce à Bioforce. C'est une belle expérience humaine.
tout comme l'histoire de ce livre, c'est une belle aventure, parce qu'on a notre amitié initiale à Bioforce a continué sur le terrain, parce qu'on a eu la chance d'être plusieurs Bioforce à partir en Thaïlande et au Cambodge, parce qu'on s'est retrouvés aussi au Cambodge, et de faire un livre dans lequel on a pu s'exprimer, exprimer qu'est-ce qui nous avait poussé à partir, quel a été notre ressenti, les difficultés qu'on a rencontrées, puisque comme on l'a expliqué, ça n'a pas été simple, mais aussi le retour, comment cette expérience de vie a fasciné nos parcours. Voilà. En résumé, une belle aventure qui continue. Et c'est vrai que de se retrouver pratiquement 30 ans après, et se... C'est 40 ans. Oui, mais nous, ça fait 40 ans. 83-2023, c'est 40 ans. Mais nous, c'est ah oui, ah ouais. Et c'est vrai que c'était vraiment super de pouvoir se remettre tout dans la tête. Parce que le gros problème pour les kinés, tout ça, quand ils revenaient et reprenaient leur boulot, ils pouvaient parler de ce qu'ils avaient fait. Moi, je vois quand je suis rentré dans les travaux publics, quand je commençais à parler que j'étais en Thaïlande faire des prothèses de jambes, les gens ils me regardaient, ils me disent, ils commencent à dire, non, lui déconne, quoi, c'est pas possible. Et en fait, j'ai vraiment eu du mal avec ça. Parce que dès qu'on attaquait le sujet, ben, je pensais que mes collègues, enfin, j'étais sûr, ils partaient tout de suite, ils essayaient de retrouver les travaux publics et d'arrêter la conversation. Et c'est pour ça que le livre, à la base avec Frédéric, et quand on s'est rencontrés, on a dit qu'il faut absolument qu'on mette quelque chose. Parce que même pour nos gamins, c'est marrant ça, parce que nos gamins, on n'en parlait pas beaucoup. Moi j'ai 2 gamins qui sont nés en Thaïlande, ok, et on n'a pratiquement jamais parlé de ce qu'on faisait, d'handicap, des prothèses, tout ça. Et c'est maintenant qu'on arrive à parler, parce qu'on fait le bouquin, ça fait un peu comme si j'avais été en guerre. Même petit film, voilà, ça les a beaucoup surpris. Les anciens militaires, enfin, qui ont fait la guerre, qui n'osent pas parler de ce qu'ils ont vu. Ça fait quand même bizarre. Et donc maintenant, c'est bien avec le premier livre, hein, parce qu'on a tellement d'écrits qu'on va sûrement faire le tome 2, le tome 3, peut-être le tome 4. Parce que tous ces livres, évidemment, tous ces textes n'ont pas été... on n'a pas pu les compacter dans ce livre, malheureusement. Et le livre, ce qui est bien, c'est que ça nous... Enfin, pour moi, ça me permet de dire, si quelqu'un me dit quelque chose, je dis, si, regarde, j'y étais. Regarde, il y a les photos, il y a les écrits. J'y ai lu là-bas. C'est vrai que c'est compliqué. Hein. Ouais. Je pense que c'est compliqué pour tous ceux qui font des grands trucs comme ça, puis qui arrivent en France, un truc très structuré, avec des petites cases. Toi, t'as fait ça, t'es là. Oui, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est fou, mais... Voilà, si vous avez des questions, peut-être? Vous avez des questions, oui. Vous avez vu dans le film l'infirmière, c'était vous? Oui. Ouais. J'étais pas infirmière encore. Ah, pas encore? Non. Et c'était pas dans le camp de Kavidam, hein? À Kavidam, on avait un ward, un dispensaire. Ah, d'accord. J'ai travaillé avec Catherine, qui est en écoute, hein, qui participe de loin, mais qui est médecin. Et moi, j'ai eu la chance d'être encadrée par elle, mais je ne me trouvais pas du tout légitime au départ quand je suis arrivée. C'était compliqué. Moi, je travaillais les étés pour me faire 2-3 sous dans les maisons de retraite quand j'étais en fac. Et donc, comme je parlais anglais, du coup, j'étais partie sur la branche un peu plus médicale que mes collègues. Et voilà, mais je me suis sentie plein de fois d'intrus dans cette mission parce que j'étais pas, une fois on m'avait parlé d'aller faire une transfusion, j'étais incapable d'aller faire une transfusion de quelqu'un, je connaissais rien. Donc ça a été un peu difficile la première année, et tant aussi bien qu'entre les 2 contrats qu'on a signé normalement pour 2 ans, notre contrat pour partir dans les camps, en fait je m'étais inscrite directement pour passer le concours à l'école d'entrée, enfin pour passer le concours à l'entrée des écoles d'infirmières en France. Donc voilà, moi mon retour il était clair, il était net dans ma tête, c'était je reprenais mes études, je ne pouvais pas rester comme ça sans qualification. Mais j'ai quand même travaillé auprès des gens qui avaient sauté sur les lignes, donc j'avais appris une petite expertise au niveau des soins noyaux, du suivi des gens qui devaient être appareillés, et après on a reçu des parades tétraplégiques, et donc j'avais été avec Catherine
soins qu'on faisait pour évacuer les petits sondages évacuateurs, tout ce qui était soins liés aux paraplégiques, les escarres. On avait mis au point plein de choses pour améliorer le confort de ces patients. Et même l'histoire, en fait, dit que Catherine est partie récemment au Cambodge, elle a retrouvé une des paraplégiques qu'on a soignée. Et ça, c'est la même histoire. Enfin, on a retrouvé sa trace. Elle est toujours vivante. Elle est toujours vivante. Voilà. On a même eu des nouvelles d'un tétraplégique qui a vécu jusqu'à il y a 2 ans, je crois. Il est resté en vie. Donc, tétraplégique, c'est pas tétraplégique, c'est pire. Donc voilà, grâce à nos bons soins, ils ont pu continuer d'évoluer dans la vie et on était contents d'avoir des otages. On n'a pas retrouvé madame. Est-ce qu'on peut vous lire un passage ou deux si vous voulez? Peut-être que madame Marc, Excuse-moi. Le camp de Toksan, c'est pas. Ça vient du nord, à mon avis, c'est pas vers le sud. Ah non, c'était dans le sud. Ah non, c'est le sud de la Thaïlande. Hein. Ah ouais. C'est là où les montagnes des Andaman, elles se jettent dans la mer. J'ai entendu Toksan. C'est vers le nord. Le nord, il y avait. C'est la Chantaburi. Chantaburi, Trat et. Oui, Moraï là. Voilà. Maintenant, il y avait 5 villes. Il y avait donc Khmer-Rouge, Otrao, Natrao. Ça vous parle pas? Mais à l'époque, il y avait juste ce camp-là. Je me souviens, il y avait. Toksan. Il n'y avait que le camp de Soksan qui était le plus remote, mais à cette époque-là, après je suis. Après, moi j'ai. Et puis, il y a le plus long de frontière. Ah oui, parce que les Khmer Rouges, c'était juste derrière en fait. On a ouvert un autre, on a vu une photo qui était bombardée. Il y a Saitou, il y a Saitou, Maïkan. Saitou, c'était novembre 84. C'est un peu plus dans le Karakan, à peu près 10 km de Karakan. Ouais. Moi, je voulais savoir quel a été le niveau de préparation que vous avez eu avant de partir en mission. Quel est le briefing qui vous a été fait sur le contexte, sur le pays? Alors, à l'époque, juste avant de partir, on allait donc à Tassin. Ouais. On allait boire un café au lait de l'amitié avant de partir. On signait le contrat dans On la signait chambre à le contrat. Et on nous donnait des documents. Tu repartais avec 15 cartons. Voilà, on partait avec pas mal de documents pour amener à Bangkok pour être redistribué après sur la frontière. Mais préparation au départ. Non, préparation au départ. Après, oui, en handicap, ils ont fait la préparation au départ. Mais à les premiers, je pense que non. la première session, on a été parachutés. Et c'était le truc de Bioforce. Hein. On allait Ah non, on n'était même pas attendu à l'aéroport. Je me rappelle arriver. Faites maintenant les sauts en parachute. Ah ouais. Voilà, nous, on y a eu droit. Ah ouais. On a été parachutés. Là, on a été parachutés. Ouais, parce que l'idée de Charles Narieux, c'était de créer des espèces de pompiers. Il appelait ça le chaînon manquant, en fait. Alors qu'il avait découvert il avait identifié que dans toute campagne de vaccination, entre le moment où le médecin a fait l'injection, il y a un truc qui se passe, c'est que qui est-ce qui apporte les médicaments, qui est-ce qui les stocke, qui est-ce qui les achète. Le médecin, lui, il fait sa piqûre et marre, quoi. Et donc, il s'était dit, non, il faut quand même qu'on crée une espèce de race à part. Et voilà, et la race à part, ça a été Bioforce. En fait, il y avait une Bioforce militaire quand même. Avant. Oui, mais c'était... Mais lui, en tant que grand industriel, il avait voulu créer sa propre Bioforce. Et s'il ne voulait pas, je pense... Suite à l'idée d'une énergie, ouais, exactement. En 73, je crois, il y a eu beaucoup de gens atteints par la méningite, c'est une méningite africaine, et du coup, il a mieux répondu très rapidement à la demande en vaccin. Et simplement, il y a eu des gros problèmes de suivi de chaîne du froid de ces vaccins qui ont périmé. Et c'est là qu'il a décidé de créer. Moi, perso, j'en ai jamais fait. J'avais fait une campagne de vaccination. Je me suis entraîné ici à Bioforce, avec l'Imojet, mais sinon, dans toute ma carrière, j'ai jamais fait de vaccination. En fait, on est parti pour une campagne de fièvre jaune, je crois, oui. au moment. Ça ne s'est pas fait parce qu'on n'avait pas le visa. Les orages aussi. On a Amérique du Sud.
Moi, j'aimerais savoir, face à vos difficultés d'insertion suite à vos missions, est-ce que revenir à Bioforce ou partager votre expérience, peut-être en tant qu'institut, que formateur, c'était pas une option non plus? Si, ça aurait pu. Hein. Après, il y en a qui sont restés parmi nous. Il y a Bertrand Quinet qui est ancien Bioforce. Il y a eu... Moi, je suis venu faire en 2000. J'avais fait des interventions parce que je faisais du recrutement pour Bioforce. On recrutait les stagiaires. Donc, je faisais partie de l'équipe de recrutement. Jury de recrutement, ouais. Et j'ai fait le projet vidéo de sécurité en mission humanitaire en 2004, je crois. Ouais, 2003 ou 2004, je crois. Elle doit traîner parce que je pense que ça sert encore en briefing sécurité. Ouais. Bon, j'ai un peu changé depuis, mais voilà, c'est ce que j'avais fait parce que chez Handicap, c'est moi qui m'occupais de toute la sécurité dans tous les pays en fait. Donc j'ai briefé les expats et puis j'avais quand même une idée assez claire de ce qu'il faut faire dans une mission pour éviter de se mettre en situation d'insécurité. Mais après, Bioforce, moi, on m'a jamais proposé de venir intégrer l'équipe pédagogique. Hein. Mais bon, déjà parce qu'elle était petite. Ensuite, parce que j'avais déjà un autre taf. Mais bon, j'aurais volontiers quitté Handicap pour venir travailler à Bioforce. Hein. Mais ça s'est pas fait, quoi. Et puis surtout, ils ne payaient pas, quoi. Voilà. Non, mais à un moment donné, on rentre, quand on a fait une expatriation, on rentre, on a 35 ans, on a envie d'avoir un peu une vie un peu plus cool, quoi. Et voilà, il faut doubler. Et donc, je pense que c'était surtout ça aussi, quoi. C'est vrai que quand on rentre, on est un petit peu paumé. Hein. Bon, ah ben voilà. Les mesures comme le compte qui nous aidaient un tout petit peu, mais c'était pas du tout, quoi. Hein. Et on s'est vite retrouvés. Mais un peu. Moi, j'étais avec ma femme et deux gamins. Voilà. Il y avait ma femme et mes deux gamins qui étaient pris en charge par la Sécu. Hein. Moi, j'étais hors norme. Chaque fois que j'allais au docteur, j'allais voir mon père, et c'est mon père qui me faisait rentrer, qui me passait sa carte, et on s'est arrangé avec le médecin. C'était quand même assez dur. Hein. Et à un moment donné, là, je me dis, il faut que je bosse. Et donc, parce qu'avec la femme et les enfants, et donc c'était tous les boulots. Du tout petit, déménageur, je déchargeais les trains de marchandises, c'était terrible, quoi. Et au bout de 2 ou 3 mois, j'ai dit, il faut que j'arrête. Et là, j'ai rappelé mon ancien patron, voilà, ça, et qui m'a repris tout de suite. Hein. Mais autrement, ça a été la galère. Hein. Grosse galère. Moi, j'ai une question. Vous qui avez fait Bioforce, du coup, il y a quasiment 40 ans, c'était comment? Parce qu'il y a eu de l'évolution, il y a plein d'athées encore, mais un peu moins. On a eu écho qu'il y avait des hélicoptères, qu'il y avait... Ouais. Ouais, il y avait les moyens. Ouais. Oui, il y avait des tests, ouais. Ah oui, non, nous, on n'avait pas de test physique. Bah, moi aussi, hein. Alors physique, si, t'en as eu, les temps. Ah bon oui. En fait, il y avait des tests psychotechniques, il y avait un petit écrit, et après, on passait auprès d'un jury. Il y avait 3 personnes. Ouais, je me rappelle de ça. Et après, il y avait certains qui ont fait des épreuves physiques. Ouais. Alors tout le monde les a pas passées. Je crois que tout le monde n'a pas pu passer. Moi, j'ai pas eu physique. Mais je ne me rappelle pas du tout. Moi, je sais que j'ai reçu ma lettre d'acceptation de Bioforce avant de faire les tests. Ouais. Parce que je m'étais inscrit dans la dernière demi-heure. Il fallait s'inscrire avant 16h et j'avais porté en courant ma lettre à la Fondation Mérieux, boulevard des Belges, là, genre à 15h55, quoi. Et donc on était 7 ou 8 comme ça, là, et du coup ils avaient déjà fermé les listes, ils avaient déjà... donc ils n'avaient plus de place pour mettre ces gens-là... Ça a été un peu du folklore. Ouais, et on a fait... Moi j'ai passé mon jury, et que quand je suis rentré du... donc j'ai fait le jury, après je suis allé passer les tests écrits, et quand je suis rentré les tests écrits, chez moi j'avais la lettre comme moi j'étais accepté avec vous. Putain, c'est rapide. Putain, il faut rien pour Internet, hein. Donc je pense qu'on a tous, et les cours de Bioforce, on avait une semaine d'avance, ils avaient une semaine d'avance sur nous, souvent c'était répétitif, mais bon, il y avait une bonne ambiance. On était 100, un peu plus de 100. On a fini à 85, il me semble, à la fin. Parce qu'il y avait... n'existe
justement, il y a des gens qui ont craqué parce qu'il y a eu des gens qui ont pété les câbles en Afrique, qui étaient partis au comité de Léry en Afrique. En fait, ils étaient partis pour 15 jours, 3 semaines, ils étaient dans le désert, et des gens qui ont pas pu en fait. Donc il y a eu ça, et on faisait plein de choses, hein. On a eu la chance d'avoir, on faisait de la spéléo, du cascade, on faisait... et en plus, on était payé, nous on touchait 5 000 balles par mois. On a été payé ce qu'on avait fait. Parce que Serge et moi, on était plus vieux que la moyenne. Ouais. Il fallait avoir entre 18 et 21 ans, et moi j'avais déjà 22 ans quand on avait 25 ou 26. Et du coup, il fallait jamais avoir travaillé. Moi j'avais travaillé, lui aussi. Il fallait jamais avoir fait l'armée. Moi je sortais de l'armée et toi aussi. Donc on était un peu à part. Et donc on était dans le cadre de la formation professionnelle. Et boum, on touchait 5 000 balles par mois, quoi. Alors c'était royal. Il n'y avait pas de salle de cours. Donc on allait dans les écoles d'infirmières. Ah non, vous non, non, vous aviez que dalle. On était 7. On était 7 dans la banque. On était 7 à avoir une dérogation. C'était génial. Les écoles d'infirmières. Ah ouais, non, il n'y avait pas. Non, c'était vachement bien. On allait à Merveilleux. Il y a eu 2 groupes, hein. Après Chantal, ils ont arrêté. Hein. Oui, Chantal, il y a l'esthésie cheville, donc. Elle est très fragile. Ils ont oublié de vous dire que c'était dans le 16e arrondissement et pas dans les magasins. Ah ouais, on était au Par la Tête d'Or, à la Fondation Mériot, Par la Tête d'Or. Tous les matins, footing. Le portillon derrière, et on faisait le footing dans le parc de la Tête d'Or. Alors, il y avait 1 ou 2 trucs. Alors, il y avait déjà le premier directeur de Bioforce, qui était Gérard Daly, qui était un mec super sympa, qui était un peu sulfureux, mais en même temps, il était dans la lune, et puis il avait des projets plein la tête. Il y avait son assistante, Madame Troux. Ah oui, Madame Troux, Anne-Marie Troux. Et donc, on nous disait le vendredi, au fait, lundi, vous devez tous aller à telle école. Alors, école d'infirmière Rockefeller. Après, on allait à celle de Bellecour. Et on arrivait tous. Bon, ils voulaient qu'on porte une salopette marron, tu te rappelles? Nous avaient fait acheter une salopette marron, et il fallait mettre un badge Biovos. Je disais, attends, moi je suis lyonnais, je suis connu dans le métro, je peux me travailler avec une salopette. Et il n'y en avait que 2 qui la portaient. Dans toute la bande, il y en avait 2 qui portaient la salopette marron. Alors, ils voulaient qu'on ait des cheveux courts aussi, tiens, oublie. Ouais. Ah oui, on faisait des nuits chez les pompiers aussi. Pas de boucle d'oreille, c'est pareil, si on veut. Il y avait un surveillant général. Ah, mais pas, c'est l'ancien militaire, la politique, là. Non, mais on était. Non, il n'a pas fait refus. En fait, on a fait tout. Franchement. L'électricité, chaîne de froid, les cours d'anglais ou des physio, il prenait que dalle. Mais bon, c'était fantastique. J'ai été chercher le premier camion qu'on avait acheté, que Bioforce avait acheté, pour partir dans le Manu. Ah oui, pour le comité pour les rêves. Mais je devais conduire. Moi, je devais faire convoi parce que j'avais permis poids lourd. Moi, je n'ai pas pu parce que j'étais parti au Burundi. Et moi, je suis parti en Thaïlande. Non, moi, j'avais fait les sous. J'étais parti faire du ski. Et c'était génial. Moi, c'était payé. Non, franchement, on a eu du bol. Moi, je pense que. On a fait un stage en Ardèche aussi. Moi, ça a été. Ouais, moi, je ne l'ai pas fait. Moi, je suis parti avant. En fait, moi, j'ai quitté. J'ai eu la chance de partir avec handicap parce que sinon, je me faisais virer de Bioforce. Donc, je suis parti avec handicap. Gros coup de bol, quoi. Et franchement, cette période Bioforce, mais. On a eu beaucoup de chance. Ouais. Moi, j'ai même eu la chance, après être rentrée de Thaïlande, en fait, je suis repartie au Cambodge, parce que j'avais vraiment envie de voir un peu la vie de l'autre côté de la frontière, en fait. Donc j'ai eu la chance de partir entre 91 et 92, juste avant que Sianic revienne. Il retournait en 92 avec les Nations Unies. Voilà. Et à cette époque-là, en fait, je sais plus, par rapport à 92, quand je suis repartie au Cambodge. Vous avez eu de la chance. Oui, j'ai eu de la chance parce qu'après, j'avais la possibilité aussi de
partir sur un suivi de campagne de vaccination au Vietnam avec Mérieux, donc qui m'avait financé à la Fondation Mérieux à Verrier-du-Lac un mois pour avoir une qualification en épidémiologie. Et suite à ça, je devais partir sur un programme. Et puis, on a décidé autrement parce que j'avais rencontré mon mari et j'attendais mon premier enfant. Donc j'ai laissé tomber à ce moment-là. Mais c'était, voilà, il y avait plein d'opportunités en fait. Moi, j'ai choisi de rentrer, mais il y aurait eu plein d'opportunités une fois que j'ai été infirmière. Et à Cambodge, vous restez à capitale Phnom Penh toujours? Oui, quand j'étais à Cambodge, après, j'allais visiter, on pouvait se promener. Moi, je suis né à Kampot, vers le sud. Kampot? Oui, ah, oui. C'est vers Nouville. Oui. Voilà. Et vous y êtes retourné? Je retourne tous les 3-4 ans, pas souvent. Moi, je me souviens plus. Et maintenant, je ne veux pas retourner, je fais dictateur. Moi, j'avais été dans les premiers, parce qu'on voulait préparer la revenue, le retour des Khmers, parce qu'à un moment donné, les Khmers qui étaient sur la frontière sont retournés après, on a terminé, ceux qui n'ont pas pu partir, ils sont repartis. Après la 93. Ouais. Et donc, j'avais été Pursat. Voilà. Et là, c'était génial. Hein. Couvre-feu le soir et pilonnage. À Pursat, là. Et ça tombait tous les soirs. C'était une bonne expérience. Et les gens qui couraient, là, on est sortis, les militaires qui étaient derrière l'hôtel où j'étais, là, ça courait. C'est vrai que quand on voit maintenant que dans les missions humanitaires, il y a toujours un security officer, nous à l'époque, on n'avait que dalle. Je me rappelle, j'étais sur la frontière, j'avais même pas un 4x4 pour me taper la route pour rentrer dans Borail, pas de radio. Franchement, le jour où ils ont attaqué le camp, je sais pas avec la voiture en disant que ça passe pas. Les Takiwaki. Au début. Et au Mozambique, pareil. Franchement, c'était l'UN. On n'avait que dalle. L'officier de l'UNBRO qui nous donnait la possibilité de rentrer ou pas dans les camps. Et par rapport à ça, c'est quoi votre regard humanitaire entre la période où vous étiez en intervention, en mission et aujourd'hui? S'il fallait, en quelques mots, apporter un regard de l'humanitaire d'hier et de l'humanitaire d'aujourd'hui. Je trouve qu'elle est moins, on était moins idéologisés sur le humanitaire. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? Ah, ben il y a Mathilde qui intervient. Vas-y, Mathilde. Idéologisé dans quel sens? Allez-y. On vous écoute. Oui, moi je trouve. Oui, aujourd'hui, en tout cas pour ce que je peux dire dans la presse, mais je ne suis pas spécialisée, mais c'est autrefois à cette époque-là, on était beaucoup plus sur des interventions de terrain, mais on avait quand même on va dire une mission de neutralité en fait sur le terrain. Et c'est pour ça, peut-être pour ça, après je me suis posé la question, pourquoi, tout à l'heure vous me demandiez pourquoi, comment on était préparé à aller sur le terrain. Moi je me souviens, et avec le recul je me disais, mais c'est vrai que quand on est arrivé sur le terrain, on ne savait pas ce qui se passait. Les événements politiques sur le terrain qu'on a vécu de près ou de moins près, ça dépendait des personnes. Il faut savoir que l'histoire est fait avec le recul aussi, mais nous on voyait des choses, mais on ne savait pas ce qui se tramait. C'est comme aujourd'hui l'Ukraine en fait, c'est après qu'on comprend en fait le déroulement des choses. Et à l'époque, je pense qu'on était tout jeunes aussi, on avait aussi, je pense aussi une mission de neutralité sur le terrain, c'est-à-dire qu'on n'avait pas, c'était des choses qui ne nous concernaient pas. Là, nous, on avait une mission, c'était une mission de donner des soins. Aujourd'hui, moi, ma vision que j'ai, c'est, en tout cas, moi, c'est le regard que j'ai aujourd'hui sur beaucoup de missions humanitaires, c'est, on reste quand même des grands donneurs de leçons avant tout. Mais du coup, il y a des projets aussi qui soient aussi assez idéologisés. Ouais, c'est clair. On était beaucoup plus sur le terrain en tant qu'opérateur. Voilà, on avait des médecins, il y avait des voilà. Aujourd'hui, ça passe beaucoup plus par des gestions de projets, mais qui sont à dimension beaucoup plus idéologisée que. Du coup, pour rebondir là-dessus, vous trouvez que les choix qui ont été faits depuis 30 ans, enfin vous, par rapport à votre expérience, vous, de votre regard, vous pensez que c'est des choix qui ont été faits intelligemment pour répondre du coup
au problème humanitaire ou pas? Je ne peux pas porter un vrai jugement là-dessus parce que ça serait un peu présomptueux de ma part, mais en tout cas, par mon expérience perso, hein, et d'avoir accompagné quand même pas mal d'expatriés, parce qu'en 30 ans, plus de 30 ans de carrière, c'est en fait des expats que j'ai envoyés sur le terrain. En fait, la grosse différence, je dirais moi, entre le moment où nous on est partis et maintenant, c'est qu'on n'avait pas d'ordinateur. Et là, c'était vraiment le top. Parce que ça faisait place à l'imagination, mettre en avant son savoir-faire, aller sur le terrain, et on passait pas notre vie à écrire des mails, à répondre à des mails, à écrire des projets. Parce que moi, je me suis tapé 10 ans de bureau, 10 ans de desk à Lyon sur les projets d'urgence. J'ai passé ma vie derrière un ordinateur. Et finalement, quand j'ai repris après, je suis reparti sur le terrain, sur des missions un peu plus, ce qu'ils appellent l'équipe des voltigeurs, c'est la mission d'urgence sur toutes les catastrophes. Et ben finalement, là, j'ai un peu retrouvé le essence de cette première démarche que j'avais eue, c'est-à-dire de me retrouver au contact des populations, quoi. Et c'est vrai que moi, les logisticiens Excel, j'en peux plus, quoi. Franchement, tous les gens, moi, le nombre de fois où j'ai vu des gens qui n'avaient aucune idée de comment on chargeait un camion. Par contre, ils faisaient des plans avec leur ordinateur. Ah bah oui, il y a 21 mètres cubes, le camion il fait 21 mètres cubes, et les mecs, ça doit rentrer, quoi. Et il y a ce côté un peu, je dirais, le côté pratico-pratique qui n'existe pas si les gens ne font pas la démarche de sortir de leur bureau et d'aller voir comment ça se passe à l'entrepôt. Sortir de son bureau et d'aller voir si le fameux logisticien local, il s'en sort avec son équipe, s'il arrive à gérer ses manutentionnaires. Et c'est ça qui manque. Pour moi, c'est la grande différence, elle est là, quoi. C'est que nous, on avait la chance de ne pas avoir un outil qui nous tienne accrochés à notre bureau et on était sur le terrain, quoi. Et franchement, la différence, elle est vraiment là, quoi. Après, les gens sont les mêmes, hein. La volonté de partir, elle est la même. Enfin, je veux dire, mais c'est juste que le manque de moyens, bah nous, ça nous a un peu plus poussé l'initiative, quoi. On était un peu des MacGyver. Un peu. Ouais, parce qu'en fait, moi, je me souviens à Pursac, quand j'étais à Pursac. On arrive à Pursac, et c'est la Croix-Rouge internationale qui nous amène à Pursac, donc pas de véhicule. On se retrouve, donc première des trucs, on essaie de trouver un véhicule, donc on a trouvé un vélo. Il a fallu qu'on répare le vélo. Donc c'est plein de trucs comme ça qui arrivent. Il a fallu trouver une scierie pour pouvoir faire tout ce qui est établi, tout ça. Il a fallu trouver. On faisait des marchés et on regardait en fonction dans les marchés qu'est-ce qu'on pouvait trouver pour faire des prothèses et des orthèses. On avait, à l'époque, on n'avait pas tout qui arrivait. En Thaïlande, c'était génial. Il y avait quand même la logistique. Hein, on arrivait à tout trouver. Quand je me suis retrouvé à Pursac, il fallait tout faire soi-même. On avait un budget, ça c'est sûr. Et puis on y allait, et puis il fallait mouiller la chemise, hein, il fallait trouver. Et puis faire avec pour pouvoir appareiller les handicapés, quoi. Et c'est vrai que de ce côté-là, c'est un truc fantastique. Hein. Et pareil, en Thaïlande, on était dans les ateliers Khmer, dans les camps, mais aussi on travaillait dans les ateliers thaïlandais. Et là, moi, c'était le pied. Parce qu'en fait, on allait chercher les patients. Donc, on passait dans les villages. On avait fait nos véhicules étaient adaptés. On avait fait un petit établi à l'intérieur. C'était des pick-up. Hein. On avait des outillages. On prenait un ou deux personnels, nos prothésistes dans les ateliers. Et on roulait. Puis on allait dans un village, parce qu'on nous a dit, peut-être que là, il y a un handicapé qui est là. Donc, on allait à la pêche, en gros. Et on trouvait le gars, on essayait de l'appareiller, et c'était super, quoi. C'était vraiment un boulot et on avait contact avec les gens nous payaient à manger, c'était démentiel, quoi. C'était quelle année à Pursac 90. 90. Ouais. 90, c'était parce qu'après ils sont rentrés en 92. 93. C'est pas loin. C'était la préparation. Pour moi, c'est 93. C'était dans quel Pursac, dans quel district? Dans quel district? Le premier convoi de terminal avec Jean-Baptiste. Peut-être le convoi. Je suis sourd. District Pursac.
Oui. Bien la route nationale 5. La route de on devait mettre 6 heures pour y aller. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Mais en fait, vous aviez c'était constamment pilonné par les Khmers rouges. Donc, il y avait des trous, c'était pas le national. C'était des trous, donc on rentrait dans les trous et des fois avec la lumière, il y avait de l'eau dedans, donc on était dans l'eau et on ressortait de l'autre côté. Et puis on avait tous les camions avec leur chargement qui ballottaient, et il y en avait qui se renversaient. Hein. Les trous étaient tellement énormes. Quoi. Avec des charrettes, non? Ah non, là c'était. Charrettes de vaches. Des charrettes, alors que je n'avais pas trop vu. Hein. Il y a beaucoup à l'époque. Mais à cette époque-là, je crois que les vaches. Rebondir sur un truc qu'a dit Mathilde tout à l'heure. En fait, c'est vrai que dans un parcours comme le nôtre, hein, en tout cas, je vais dire comme le mien, parce que j'ai fait un peu plus longtemps que vous, j'ai toujours bossé que dans des pays en guerre. Dans des pays en guerre ou dans des pays dévastés. On ne va pas faire l'humanitaire aux Seychelles, c'est clair. Hein. Mais dans ces pays en guerre, pour moi, c'était la guerre des autres. Quand j'étais en Thaïlande, c'était la guerre des Cambodgiens avec les Vietnamiens, les Khmers rouges, éventuellement l'armée thaï qui de temps en temps bombardait pour calmer tout ça. Quand j'étais au Mozambique, c'était une guerre fratricide au Mozambique. C'était leur guerre. Et en fait, c'est devenu ma guerre quand j'ai travaillé sur la Yougoslavie. Parce que finalement, je me rappelle, et j'ai eu ce déclic, c'est un jour on était en convoi, on allait dans une ville, et moi je partais de Lyon en bagnole, j'allais à la guerre. Je prenais ma bagnole et je partais voir les missions qui étaient en place en Yougoslavie. Hein. C'était dans les années, début 93. Moi je suis rentré en France en 93 et j'ai attaqué avec la Yougoslavie. Et à un moment donné, sur la route, j'ai vu des gens qui marchaient, mais ils étaient blancs. Et c'est là où j'ai fait le rapprochement que finalement la guerre, ça peut maintenant toucher moi. Parce que ces gens, je les ai associés à... je me rappelle les récits de la famille pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec l'exode sur la route, avec le baluchon, quitter le nord de la France pour venir se réfugier dans le sud. Et finalement, j'ai réalisé à ce moment-là, j'ai dit, ah ouais, finalement la guerre, maintenant, c'est aussi, on va dire entre parenthèses, c'est aussi chez les Blancs, quoi. Mais avec Poutine en copie. Ah bah maintenant c'est. Avec Poutine. Ouais. Mais si vous voulez, c'est pendant toutes les premières années où j'ai travaillé, franchement, je m'identifiais pas aux victimes, je m'identifiais pas aux populations parce que finalement, on n'était pas de la même couleur, on n'avait pas la même forme de œil, on n'avait pas la même. Enfin, franchement, c'était pas mes conflits, quoi. Moi, j'étais là pour faire un boulot, je devais le faire bien avec les équipes, et puis voilà, quoi. Mais avec l'Europe et les conflits se rapprochant, finalement, on se rend compte que la guerre, elle touche tout le monde et elle nous affecte encore plus quand c'est des gens qui nous ressentent, quoi. Avant, c'est pas que ça m'affectait pas, mais je le ressentais pas pareil, quoi. Peut-être que j'avais pas pris le recul à l'époque pour réfléchir à ça, mais je me sentais pas concerné, quoi. Franchement, je ne me sentais pas concerné. Et c'est ce que disait Mathilde, on était là pour faire un boulot, on faisait un boulot, et puis point barre, quoi. Mais avec les conflits en Europe, maintenant, je pense que la donne a changé, quoi. Ça se rapproche. Ouais, oui, ça se rapproche, et puis ça se ressent. Finalement, là, on se rend compte que les époques évoluent, mais les gens, ils sont toujours là. C'est toujours la même sauvagerie, quoi. Les choses ne changent pas, quoi. Oui, mais je pense que la position de l'ONG doit garder cette neutralité. Ah oui, complètement, ouais. Est-ce que vous avez des exemples? C'est bien ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que vous avez des exemples? Je suis sûre qu'elle sache, il y en a beaucoup qui sachent la garder beaucoup, mais c'est effectivement une ONG, c'est pas un État, c'est pas un. Non. Voilà, mais ça doit garder un principe majeur, que c'est la neutralité dans un. C'est un petit peu comme la Croix-Rouge, quoi. C'est-à-dire qu'on est sur le terrain pour porter assistance pour ceux pour quoi on a été formé, etc., etc. Vous avez parlé. Pardon. Oui. Vous avez parlé d'idéologisation auparavant et de neutralité. Est-ce que vous avez en fait certains exemples à l'heure d'aujourd'hui de conflits dans lesquels vous estimez que les ONG n'ont plus cette posture de neutralité?
Enfin bon, comme c'est pas, moi je ne vais pas développer ce sujet parce que c'est pas mon truc, parce que moi je considère effectivement à titre personnel qu'il y a des ONG qui adoptent une posture qu'ils ne devraient pas aujourd'hui. Oui. Par rapport à quel sujet? Par exemple, des prises de position par rapport à l'État, au groupe armé non étatique? Vous savez, je ne m'étendrai pas sur l'Europe et ses donneurs de leçons, il y en a, voilà, il y a des, je veux dire, c'est deux choses en fait, on peut avoir des opinions, mais l'ONG en tant que structure, c'est une structure qui n'est pas fondée, enfin qui n'est pas, c'est pas une structure démocratique, je veux dire, ce sont des structures qui sont indépendantes, qui ont des financements, mais pour moi, s'il y en a qui doivent propager l'idéologie, c'est pas une ONG. Une ONG, elle est là elle peut défendre des idées, elle peut défendre des principes, mais il faut toujours garder en tête qu'elle n'est pas, comment dire, c'est pas un organe qui est élu, Nous, on a eu des gros problèmes sur Bioforce, nous, on est quand même dans une époque, donc on était quand même donc la première génération, mais dans les faits, il faut garder en tête aussi que finalement, on n'a jamais que le décompte des gens qui étaient véritablement partis, mais c'est certainement une minorité, et il y a une infime minorité qui ont fait vraiment une carrière. Des exemples comme Norbert, je pense qu'ils sont assez rares finalement. Je ne sais pas, Norbert, si tu as rencontré par ailleurs des personnes qui, à partir de Bioforce, ont pu faire une vraie carrière derrière, comme toi tu l'as fait. Pas une vraie carrière, c'est-à-dire qu'ils sont quand même restés assez longtemps, comme Serge, par exemple. Moi, j'en connais à Air France, ils ont fait 3 ans, et ensuite ils se sont reconvertis. C'est quand même, je pense qu'in fine, de notre génération, il y en a quand même très peu qui ont fait. D'abord, il y en a très peu qui ont pu véritablement partir. Moi, je suis persuadée qu'il n'y a pas 50% des personnes qui sont parties, qui ont eu l'opportunité de partir après la promotion. On est rentré. La première promotion, elle était peut-être, je ne sais pas combien, une centaine. Chantal disait une centaine tout à l'heure, je ne saurais pas dire. Moi, il me semble qu'on était autour de 60. Je suis sûre. Pardon? On était 85 à la fin. Oui. Je suis sûre qu'il y a pas 50% qui sont partis. Il y en a beaucoup qui ne sont jamais partis. On a Stéphane. Oui. Stéphane qui a fait son livre aussi. Et lui, il est encore en poste depuis un an. Il a arrêté les Nations Unies. Parce que à l'époque, alors je ne sais pas aujourd'hui, en fait, d'abord les ONG recrutées, c'était des missions, c'était des CDD, ce qu'on appelle aujourd'hui des CDD, donc des missions de 1 an. En général, c'était 1 an minimum. Ensuite, qu'on pouvait reporter sur 6 mois de plus ou 1 an de plus, ça dépendait des contrats. Mais à l'étranger, c'était pas ce qu'on appelle des CDI, c'était des CDD. Et se projeter à long terme dans des organismes comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais pas, Norbert, toi qui as travaillé après à Handicap, est-ce que la plupart des gens, c'était des gens qui venaient, qui ont fait 1, 2, 3 ans, et puis après se rentraient? Oui, mais j'en ai croisé quelques-uns qui étaient chez ECHO et aux Nations Unies. Au cluster logistique des Nations Unies, il y a toujours Pierre Honorat, qui est la promotion 87, je crois. Il doit y avoir aussi... j'en connais encore une petite dizaine, pas plus. Parce que je me suis tué. Par rapport à la question que vous avez posée, nous, on a eu une grosse interrogation à l'époque. Est-ce qu'il faut appareiller des Khmers rouges? Ah oui. Et c'était vraiment compliqué. Parce que tous les autres Khmers qui étaient sur la frontière, c'était dans des ateliers, enfin des camps civils. Avec les Khmers rouges, c'était pas évident. Donc moi, t'as travaillé avec? Non. Moi, j'ai fait pas mal de ça m'aurait pas dérangé, mais... Et en fait,
c'était des fois on nous donnait un handicap, l'autorisation de rentrer parce qu'on rentrait seul. Ils ne voulaient pas que dans les camps, les organisations rentrent avec 5, 6, 10 personnes. Et nous, comme on arrivait toujours seul, on nous permettait de rentrer. Et pour moi, c'était une super expérience. On arrivait et les gars, on leur avait demandé de poser les armes sur une table à l'entrée de l'atelier. Donc c'était compliqué. Hein, mais moi, ça ne m'a jamais posé de problème. C'est-à-dire que quand on arrivait devant ces gens-là qui avaient plus d'armes, hein, qui s'étaient entraînés, hein, et ils étaient chaleureux, c'était terrible, quoi. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça, quoi. Et moi, quand j'arrivais, pratiquement, ils me prenaient dans leurs bras, quoi. Ils me touchaient, ils étaient là, ils me prenaient dans leurs bras. Comment on peut dire ça après les gens qui nous disent ouais, c'est des Khmers rouges, il ne faut rien faire. Compliqué. Et je me souviens, c'est des gens qui, quand vous les regardez, c'est quand même dur, hein, ils sont quand même durs. Ils enlevaient leur prothèse. Leur prothèse, en fait, c'était des douilles d'obus. Parce qu'ils n'avaient rien. Donc nous, on venait leur apporter un équipement qui était quand même super. Dedans, ils avaient une sorte de couverture pour pouvoir pas avoir mal par rapport à leur obus, quoi, à leur douille. Et c'était toujours... ils jouaient avec leurs moyens. Parce que moi, j'étais là pour leur prendre pour pouvoir faire la prothèse. Et eux, ils jouaient avec moi. Avec leur... Et c'était... franchement, tu disais, mais c'est pas possible. C'était des gens... Ils ont mal tombé, ils étaient dans les Khmers rouges, quoi. Et c'était... Moi, j'ai eu des super moments avec eux. Mais bon, moi, j'ai pas eu affaire avec... Ils m'ont pas jamais... on n'a pas fait la guerre ensemble. Enfin... Ouais, mais ça se pose toujours cette question de neutralité, parce que quand on est dans un pays où finalement c'est une guerre interne, il y a forcément des victimes et puis on va dire des bourreaux. Mais les bourreaux sont aussi des victimes, les victimes sont aussi des bourreaux, donc c'est à la limite, c'est bien quand les gens prennent les décisions à nos places, quoi. Comme ça on se mouille pas, quoi. Moi je me rappelle avoir été un petit peu en conflit avec Claude Simoneau, parce que je lui avais dit jamais je ferai un programme pour les mecs de la Renamo, quoi. Parce que ces mecs-là, ils rentrent dans les villages, ils tuent tout le monde, ils mutilent, ils violent, c'est pas possible, quoi. C'est des animaux, Et ça m'a pris des années avant de comprendre que finalement les mecs c'était victimes d'un système, ils étaient engagés en tant qu'enfants soldats et puis on leur faisait du lavage de cerveau à n'en plus finir. Et puis finalement c'était des gens qui étaient finalement doux, pas forcément doux comme des agneaux, mais qui avaient commis des atrocités, mais hors contrôle d'eux-mêmes, quoi. Qui étaient sous la drogue de Captagon, comme il se passe avec les mecs de l'État islamique. Enfin, les gens ont toujours été drogués pour aller faire ce que les gens faisaient, il fallait pas être normal, quoi. Commettre des atrocités pareilles, il ne faut pas être normal. Donc il faut être dans un état second, quoi. Et donc finalement, la neutralité s'est posée aussi avec handicap au moment de la Yougoslavie. Nous, on a pris parti de travailler sur, et contrairement à beaucoup d'ONG, où là on s'est retrouvé aussi en conflit avec des ONG, on a pris le parti de travailler sur toute l'ex-Yougoslavie. C'est-à-dire aussi bien avec les Bosniaques, qu'avec les Serbes, qu'avec les Croates, qu'avec les Kosovars, qu'avec les Slovènes, qu'avec les Macédoniens, en partant du principe que finalement, il y avait une guerre qui était organisée par les présidents respectifs et puis l'armée, mais finalement les populations civiles, ils ne demandent qu'une chose, c'est peinard chez eux et qu'il n'y ait pas la guerre, quoi. Et donc on avait pris ce parti-là, et on a... D'autres ONG l'ont rejoint après, mais ça a été plus long, quoi. Mais c'est vrai que la question se pose tout le temps, quoi. Et moi j'ai une petite anecdote. À l'entrée d'un camp Khmer rouge, donc on attendait la permission de rentrer. C'était où Matomban. C'était au Trao. Matomban ou au Trao? Au Trao. La Trao, peut-être. Au Trao. Et c'est une mémoire qui est vraiment... Ouais, gros problème dans la mémoire. Hein. Et donc, si vous voulez, on arrivait et on était
on prenait le café sur des tables coupées dans du bois brut, hein, et on attendait. Et là, il y a un camion chinois qui arrive, là, tout vert, et d'un seul coup, on voit arriver plein de gamins avec des armes, tout en vert, tout ça. Et on dit, et là, et juste à côté de nous, il y avait, il y avait une épidémiologiste qui était là et qui parlait et qui disait, oui, le problème des camps réfugiés, c'est le paludisme. Et là, on regardait, et vous aviez tous les gamins qui montaient dans le véhicule pour partir sur le front, quoi. Et là, on se disait, waouh! Et c'était les Nations Unies. Et pas sur la même planète. C'était les Nations Unies. On se dit, mais non, regarde un peu ce qu'il est en train de faire. Ils sont en train de monter dans le. Et c'est compliqué, là. C'est compliqué après de pouvoir. Mais bon. Je sais pas si on a répondu à la question. Alors, il reste 10 minutes avant la fin de la conférence. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Vous pouvez les poser. Ah, excuse-moi. Ouais, est-ce qu'on ne reviendra pas dans 20 ans, hein. C'est vrai. Permettez-moi de vous poser des questions. Définition de mot de Khmer rouge. C'est pas que la plupart ne connaissent pas. Le Khmer rouge, Khmer, ça veut dire le peuple cambodgien. Oui, oui, ça, les Khmer, c'est cambodgien. Signifie communiste. Ouais. C'est comme le drapeau chinois. Exactement. Donc, Khmer rouge, Khmer communiste. C'est des Khmer communistes. Ou Khmer Mao, quoi. Ou Mao Tse-tung comme ça, oui. C'est vrai qu'il y a une introduction sur le contexte dans lequel vous êtes intervenu. C'est pas parce que notamment le contexte on dit Khmer rouge, mais vous, qu'est-ce que ça veut dire Khmer communiste. Soutenu par la Chine. Et qui était. Et rouge, ça veut dire comme le drapeau. Comme le drapeau communiste rouge. C'est vrai que c'est voilà. pas Donc, c'est le Khmer rouge. la mode, hein, on n'entend plus parler. En fait, ça a été un pays très. Le Cambodge, c'est un magnifique pays. Hein, pendant longtemps, il y a un millénaire en arrière, il y avait les temples d'Angkor Wat. C'était un pays qui rayonnait. Et puis après, il a suivi les guerres. En fait, il s'est retrouvé impliqué dans la guerre du Vietnam. Et en fait, les Américains, en fait, ont déstabilisé, ils ont essayé de faire un coup d'État au Cambodge. 70. Voilà. 19 mars 70. Et donc Sihanouk s'est retrouvé à fuir le Cambodge. Il est parti. Au début, après coup d'État, il est venu en France, à Paris. À Paris. Voilà, il a menti son peuple comme quoi il veut venir soigner. Il est à Paris une semaine. Après, il est parti à Moscou, après la Chine. Oui, c'est ça, il est en Chine. Il est venu à Lille. Et en fait, c'est pendant cette période-là que les rouges ont commencé à se. Oui, bah à l'époque, j'étais dans la jungle. Ouais. À l'époque, 70, j'étais dans la jungle. Oui, c'était dans la jungle. Oui, dans j'étais les Khmer campagnes rouge. de la jungle, ouais. J'étais Khmer rouge. Ouais. Et ils ont profité de. En fait, quand le Vietnam a gagné la guerre, ils ont profité pour prendre le pouvoir à Phnom Penh. Pol Pot. Pol Pot a pris le pouvoir en 1975. Et souligner que Pol Pot, il était étudiant en France, à la Sorbonne. Imaginez-vous, il était étudiant en Biélorussie après la guerre, quoi. À la Sorbonne, une fois retourné là-bas, il est dans la jungle, maquis. C'est bizarre, hein? Étudiant en France, retourné là-bas, il était dans la maquis. Ouais, mais après, l'histoire du Cambodge, c'est un peu compliqué. Il faut savoir que la plupart étudiants à l'époque, oui, mais si le point ils sont tous dans la jungle après fini l'éducation en France. C'est normal, ça fait l'Indochine. Ils étaient 5, 4 ou 5. Le dernier Khmer rouge. Les communistes. Vas-y. Pardonnez-moi s'il vous plaît, je vais juste poser une question
porter sur les apprenants Bioforce. Avec votre regard riche d'expérience, quel serait un conseil que vous pourriez donner à ces nouvelles générations qui se lancent du coup dans un monde humanitaire en développement, en évolution totale, avec beaucoup d'emails et des PC portables et des Excel? Non, mais sinon, non, de manière générale, bien sûr, pas porter sur ça. Bah, moi, je veux dire, on était un peu inconscient, parce que déjà, on était inconscient, on était parti vraiment, on part, quoi. Hein. Après, on s'est retrouvé dans des situations qui sont quand même super compliquées. Hein. Et qu'est-ce qui est gros, ça? Super compliqué. Je sais pas quoi dire, hein, pour... Moi, déjà, vous partez, je ne sais pas, vous savez, hein, mais vous êtes guère plus vieux que nous à l'époque, hein. Vous savez rien. Déjà, ça dépend. Après, je ne connais pas on va partir du principe que vous êtes un peu dans notre cas, parce que je sais que pour Bioforce, il y a des gens qui ont déjà une expérience et puis qui reviennent pour mettre un peu, on va dire, un diplôme sur cette expérience qu'ils ont acquis avant. Mais pour moi, déjà, vous ne savez rien. Quand vous partez là-bas, vous partez nu. Et quand vous arrivez dans une mission, on écoute. Beaucoup d'humilité, on écoute et on ne sait rien et on apprend, quoi. Et on apprend avec, d'une part, l'équipe en place, l'équipe d'expatriés, mais surtout on apprend aussi en écoutant les gens. Et en écoutant les gens, c'est écouter les gens des équipes locales, parce que c'est eux qui connaissent tout. Hein. Nous, on arrive, on est des blancs-becs, et puis on s'imagine qu'on sait tout, et en fait, on sait que dalle. Et en tout cas, on peut faire des grosses bêtises, quoi. Il y a souvent des grosses bêtises de fait. Hein. Des éléphants blancs construits, il y en a beaucoup. Hein. Donc, je crois qu'il faut vraiment se dire, je peux apporter quelque chose, mais avant, il faut que je voie un petit peu là. C'est sûr que si vous partez comme logisticien dans une mission, maintenant les missions c'est du carré, ça tourne. Bon, à la limite, je dirais pas c'est comme à la sécu, mais tu arrives, tu remplaces quelqu'un, tout est bon, il n'y a qu'à suivre, quoi. Mais il n'empêche que en dehors de la partie, je dirais la partie professionnelle, il y a la partie personne, quoi. Et la partie personne, c'est là où on vous attend, quoi. C'est-à-dire que oui, au fait, le mec ou la nana, il se débrouille super bien au niveau professionnel, mais c'est un énorme con dans la vie, quoi. Parce qu'il n'écoute rien, il est persuadé qu'il sait tout, et puis voilà, quoi. Et il se retrouve avec tout le monde à dos, et généralement, ces gens-là, au bout de 6 mois, c'est excite, et puis on les retrouve de mission en mission, ils ne font pas plus de 6 mois à chaque fois, quoi. Donc, partez dans l'idée d'apprendre encore, quoi. Bien sûr, vous apprenez ici, mais d'apprendre encore, quoi. C'est vrai que et tout le temps. Nous, on était des anciens, et dès que les nouveaux arrivaient, première des choses qu'on leur disait, tu sais rien. Tu sais rien. Voilà. Okay, tu poses tes bagages, voilà. Et tu regardes. Regarde comme ils travaillent. Parce que là, ils n'ont pas le même rythme que nous. Ils n'ont pas les mêmes... Donc on leur dit, vous regardez, okay, et après, tout doucement, si vous avez quelque chose à apporter, vous le proposez. Vous ne l'imposez pas, surtout. Parce qu'il y en a, ils sont dans leur truc, on l'a regardé dans nos chères écoles, bien structuré, tout ça. Vous arrivez là-bas, c'est plus pareil, quoi. Et ils font du bon boulot. Donc après, c'est compliqué d'arriver et de dire on chamboule tout d'un seul coup. Et il y en a plein qui n'ont pas pu, hein, qui repartaient. Hein. C'est pas possible. Il y en a, ils ont fait quand même des études. Mais c'est pas ils comme ont à des l'école. diplômes, c'est bon. C'est pas comme à l'école. Ouais. Donc ils savent. Ils savent, et c'est la vérité, et c'est ce qu'on doit savoir, que tout le monde doit savoir. Et en fait, quand vous arrivez dans un pays comme le Thaïlandais ou les Cambodgiens, ils savent faire. Okay, quand on regarde tout ce qui est médecine, c'est bon, quoi. C'est bon, hein, on a compris. Hein. Nous, les pilules, on sait prendre. Eux, ils ont d'autres méthodes. Voilà. Donc, il faut faire attention. Il faut super faire attention. Puis, humilité. Ça, on arrive et voilà. Et après, il faut rentrer, surtout parler avec les gens. Discuter, tant que tout. Mais on arrive à discuter sans parler. Il faut s'intéresser aux gens. S'intéresser à ce qu'ils font. On peut très bien parler sans s'intéresser. Voilà. Comme maintenant, par exemple, on va faire les postes.
Non, mais c'est vrai que... Mais voilà, on peut très bien parler, il faut parler et s'intéresser aux gens. C'est-à-dire que la personne qui est en face de nous, ok, le mec, c'est lui qui garde le bureau, mais c'est un homme, quoi. Il a une vie, il a une famille, il a des mômes, il a des gamins qui vont à l'école, surtout il a un gamin qui est en fac de médecine. Enfin, et puis comment il fait pour, avec le petit salaire qui reçoit dans l'ONG, comment il fait pour faire vivre toute sa famille, quoi. Il y a ça aussi, quoi. Hein, quand on voit les mecs, on veut une augmentation de per diem, va prendre le salaire du garde et puis tu vas voir, toi, avec ton per diem, c'est juste pour dépenser, quoi. Lui, pour son salaire, c'est... Donc il y a des choses où il faut vraiment, vraiment faire attention. C'est notre comportement. Le comportement, il doit être... Alors, je ne veux pas dire qu'il faut qu'on soit complètement irréprochable, c'est pas vrai. Mais il faut qu'on fasse très attention à l'image qu'on renvoie. Et ça, c'est important. C'est pas parce qu'on va mettre un boubou ou une chemise à fleurs qu'on va être africain, quoi. C'est pas vrai, quoi. Là, c'est un déguisement. C'est là-dedans qu'on va faire jouer les choses, quoi. C'est le comportement, c'est si tu as du cœur, ça se voit tout de suite, tu n'as pas de cœur, t'as beau t'habiller avec des tresses et puis une chemise à fleurs, tu ne seras jamais accepté dans la population, quoi. Mais je crois que c'est pas pareil à ça. On avait des militaires taille qui étaient très cons pour nous. Hein. Donc on a fait la task force Haïti. Les Choco. Voilà. Les Choco. Les Choco. Et en fait, c'est vrai que ces mecs-là, c'était terrible. C'est chez le monde, quoi. Et puis vraiment, ils avaient l'arme, ils avaient tout. Donc, ils violaient les nanas la nuit dans le camp. Et en fait, ces gens-là, on les détestait, quoi. Et puis, première année, c'est vrai qu'à Kaouidan, on les voyait tout le temps, ils nous posaient beaucoup de problèmes. Et après, moi, comme je suis resté plus longtemps, quand ces gens-là rentraient chez eux dans les campagnes, c'était des campagnards. S'ils n'avaient pas été là, ils auraient été dans les campagnes, derrière leur bœuf. Ok. Et ben, je les prenais pour rentrer chez eux, parce que nous, moi, je faisais pas mal de kilomètres, donc on les prenait avec nous. Et je me suis aperçu que c'était des gens comme les agriculteurs, une fois qu'ils avaient plus leur arme et tout ça, c'était fini, quoi. C'était des gars qu'on rencontrait dans les campagnes. Et là, on se disait, mais oui, mais c'était parce qu'ils avaient l'uniforme, parce qu'ils avaient la hiérarchie, puis le fait de pouvoir nous emmerder, quoi, en gros. Hein. Mais autrement, et il faut vraiment faire attention, parce que ces gens-là, moi, je les ai rencontrés, et ils nous parlaient, ils nous disaient, moi, je vais voir ma copine, on va se marier, et tout. C'est vrai que c'était des gens comme tout le monde. C'est terrible, hein, là. Et le côté humain, alors là, ça fait mal. Il y a un psy qui a pas mal réfléchi à la condition d'expatrié et surtout à ce que les comportements renvoient. Je vous conseille à le lire. Je vous conseille, c'est un livre de Francis Makeda. J'essaie de me rappeler le titre. Mais c'est sur la toute-puissance des expatriés qui arrivent et puis parce qu'ils ont donné un sac de riz à quelqu'un et finalement ils sont super contents, ils ont l'impression d'avoir fait une bonne action. Et il a écrit tout un bouquin là-dessus, notamment par rapport à... Parce que finalement, encore une fois, l'aide humanitaire, telle qu'on l'a fait nous, on était quand même... MSF s'est créé dans les années 70, nous on est arrivé une quinzaine d'années après, il n'y avait pas énormément d'ONG qui, en tout cas connues et reconnues, qui travaillaient. Et bon, il y avait quand même Médecins sans frontières, Médecins du monde, enfin, bon, en tout cas pour le côté français, la Croix-Rouge, bon, la Croix-Rouge c'est pas une ONG, c'est une institution, enfin c'est un peu à part, quoi. Et puis après des ONG américaines, et puis des ONG locales, et puis des ONG qui, elles, s'emmerdaient pas elles se montaient un petit projet sur place, et puis c'est tout. Leur but c'était de faire ça, quoi. Et après, avec la Yougoslavie, là, ça a drainé énormément. En même temps qu'il y a eu la Yougoslavie, il y a eu le Rwanda, il y a eu le Sierra Leone, il y a eu des grosses situations humanitaires qui a drainé énormément d'expatriés. Et en fait, on va dire que là aussi, moi, je vous conseille de faire très attention, c'est le zapping humanitaire, de mission en mission, sans jamais rentrer et en tout cas poser un peu, on va dire, poser ses valises, mais voilà, cette valise-là.
pas le bagage, quoi, mais la valise, tout ce qu'on va emmagasiner, il va falloir à un moment donné le déposer quelque part, quoi. Et c'est vrai que les briefings retour, c'est super important, quoi. Donc ne brûlez pas les étapes déjà. Sachez pourquoi vous partez. Bon, nous on savait, mais c'était pas pour les mêmes raisons, mais quelle que soit la raison, il faut que vous sachiez pourquoi vous partez. Si vous partez pour fuir quelque chose, oubliez parce que ça va vous rattraper. Mais en tout cas, si vous partez, dites-vous un truc, quand vous rentrez, il faut que vous ne passiez pas d'une mission à l'autre sans avoir parlé de ce que vous avez vécu et de ce que ce vécu a pu impacter chez vous. Ça, c'est important. C'est des choses qu'on n'avait pas, nous, à l'époque. Et c'est vrai que, bon, il n'y avait pas de psy, il n'y avait personne de vraiment... à part les collègues avec qui on échangeait, et puis sinon il y avait la fête du samedi soir, quand on se mettait minable. Vous faisiez quoi sur vos retours? Pardon? Vous faisiez quoi sur vos retours quand vous reveniez en France ou ailleurs? Enfin, vous n'étiez pas en... la fête tous les soirs. Moi, Non. Retrouver la famille, les ouais, après le retour, moi je sais pas, je suis rentré une fois, au bout d'un an, après je suis rentré au bout de 6 mois, après je suis reparti, je suis rentré au bout de 8 ans, donc on rentrait pas souvent, quoi. Enfin, et moi on rentrait juste pour... Et moi plus je partais, et chaque fois que je rentrais, j'étais complètement déconnecté, quoi. Moi, les histoires des Français, mais ça m'intéressait pas du tout, quoi. De savoir comment ils galéraient alors qu'ils galéraient le ventre plein, ça m'intéressait pas, quoi. Parce que nous, on vivait des choses tellement au quotidien, on voyait les gens qui crevaient la dalle, ou on vivait avec des populations qui avaient vraiment pas d'argent. Et moi, entendre des problèmes des Français, c'était quelque chose de complètement surréaliste, quoi. C'est pour ça que je posais la question, parce que c'est compliqué de rentrer sur une mission et revenir avec sa famille. Enfin, on a le jour demain, on n'a pas du tout les mêmes vécus, on n'a pas. Enfin, ça doit être dur à vivre, non? Parce que... Moi, je les ai eu après, mais toi, tu les as eu comment? Le retour a pas été ça? Ah oui, ça a été super compliqué le retour. Hein. Parce que moi, je pensais continuer dans la branche, quoi, des prothèses, puisque j'étais pas maître dans les prothèses, mais pratiquement, quoi. Hein. Et je me suis retrouvé, mais plus rien à faire, quoi. C'est-à-dire à faire n'importe quel boulot pour pouvoir faire vivre ma femme et mes deux enfants, quoi. Et là, c'est dur. Et puis là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Il n'y en avait pas, il y en a. Moi, je parlais surtout sur le côté relationnel avec justement vos familles, en fait. Ah oui, alors, parce moi, heureusement, j'avais des bonnes relations avec mes parents. Mes parents m'ont hébergé pendant 6 mois. Ouais. Vous avez facilement parlé avec vos familles de ce que vous avez vécu sur le terrain? Est-ce que ça s'explique vraiment ce qu'on vit sur le terrain? C'est l'autre truc, je pense. Non, je pense que c'est ça. Enfin, moi j'en ai parlé, mais très longtemps après. Ouais. Parce que finalement, j'arrivais pas à mettre des mots. Et puis finalement, je m'en rendais pas compte, quoi. Mais c'est vrai qu'on... Je pense qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il fallait... C'est bizarre parce qu'on avait des choses à dire, quoi. Moi, je suis rentré assez souvent, puisqu'on faisait des missions de 12 mois. On rentrait un mois ou 2 mois après. Donc, on était toujours en décalé, là. C'est-à-dire que si la première fois tu rentres en août, après ça sera en septembre, octobre, novembre. Ouais, en mois de décembre. Et on est complètement décalé, donc déjà quand on rentre, quand c'est l'hiver, ça se fait. On est vraiment déstabilisé total. Et puis après, alors des fois on faisait des petites conférences, mais gentilles entre voilà, mais mes amis me disaient, venez, on va faire une petite bouffe et puis qui parle de ce que tu as fait, tout ça. Il y avait pas on faisait des soirées diapo, parce qu'il n'y avait pas WhatsApp, qu'on ne pouvait pas montrer les ordinateurs. C'est super, on va montrer nous une petite photo, et puis après, on ne les voyait plus, et c'était fini. Donc on avait projeté un truc, on avait donné, quoi, et de l'autre côté, rien. Après, il n'y avait plus rien, quoi. On était perdus, on n'avait pas de retour. Non. Donc en fait, c'était compliqué. Merci beaucoup en tout cas pour vos interventions. Merci.